Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Même le fils du ministre aura droit quand même à la CAF. Tu vois, ouais, aux appels, ouais. Le Français qui est fils de riche, qui n'aura pas droit à la CAF, qui n'aura pas droit au truc là, est désavantagé par rapport à toi. Quelque part, moi, je suis désolé, hein, quand on peut insulter les Français comme on veut, hein, mais quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent profiter d'énormément de trucs ici. Il y a des familles ici qui sont là, profitent de la CAF, profitent d'énormément de choses, de conditions, et après, ils viennent sur TikTok et ils viennent chier. Ouais, la France occupe. Et en plus avec des arguments. Mais non, moi je vais jamais insulter la France. Hein. La France, c'est le plus beau pays au monde. Hein. Oui, en fait, des fois même, tu peux dire, oui, je vais te comprendre que la France a des ingérences dans ta. La France peut faire, mais des fois c'est exagéré. J'entends tout et n'importe quoi. Maintenant, en fait, tout porte sur la France. C'est-à-dire n'importe quel problème pour quel pays africain a dans le monde, c'est la France. Et maintenant, même les anglophones commencent à venir aussi condamner la France. À mettre toujours l'index sur la France, comme si dans la France, à un moment donné, à quel moment on va commencer à se dire, mais regardez, si on a des problèmes, des fois, c'est parce que c'est nous-mêmes les premiers responsables. Il faut qu'on change de mentalité. Parce que franchement, on aura beau dire tout ça, et on dit que oui, si nous cessons toute activité avec la France, maintenant, elle n'aura rien. La France n'a rien dans son sous-sol. En fait, et ça, hein, j'en veux à tous les profs de merde qu'on a eu. Ça, c'est vraiment des raisonnements franchement percés. Même les mecs. Mais en fait, c'est faux. Ah non, j'en veux à tous nos profs de merde qui ont inculqué ça dans notre mentalité, que l'Afrique, nous avons les sous-sols riches, nous avons la terre riche, nous avons les matières premières. Ça m'énerve maintenant aujourd'hui. Mais la matière première ne sert à rien si je la parle la matière grise. Hein. Oui, même pas ça en fait. C'est pas parce que ton sol est riche que tu es un pays riche. Ah oui, ça ne sert à rien. Et il faut arrêter de croire que parce que tu as que le pétrole, si tu as le pétrole, si tu as l'uranium, tu as l'or, eh ben tu es super riche. Ne dis pas ça à un Congolais, il va mourir. Regarde, attends, je vais parler d'un truc, justement, une comparaison. C'est là où c'est grave, quoi, c'est que même les mecs au Moyen-Âge, ils avaient une meilleure vision économique que ces gars-là, quoi. Je dirais même pas au Moyen-Âge, je dirais même à l'Antiquité. Les mecs avaient une meilleure vision de l'économie, quoi. Là, c'est comme il dit Hervé Maïka. C'est les mecs qui ont une vision économique de la préhistoire, quoi. C'est la chasse et la cueillette. Oui, mais regarde. Regarde, Percé, tu prends Venise et Gênes, c'était des petites villes, des petites républiques marchandes. Les mecs n'avaient pas de ressources, hein. À l'époque, ils n'avaient pas d'or, ils n'avaient pas de fer, ils n'avaient pas, comment dire, ils n'avaient pas de sel, mais pourtant, l'Africain croit que on ne peut devenir riche qu'en allant exploiter les terres des gens. Parce qu'ils croient qu'on ne devient riche que quand on n'a qu'une terre riche en or et en uranium. C'est débile. Ils viennent te dire que la France n'a aucune ressource. La France a des ressources. Il y a des usines minières. Bien sûr. La France produit certains de ses propres produits. Bien sûr. Bien sûr. Fait du vin. La France vend ces choses-là. La France est extrêmement maligne pour pouvoir attirer du tourisme. C'est-à-dire que la Tour Eiffel, quand tu la vois la première fois, bon, ça a été arrangé un peu pour les JO. Maintenant, c'est très beau à voir, même en pleine journée. Mais la Tour Eiffel, c'est tellement bien décoré que ça attire du monde touristiquement. C'est-à-dire que tu peux être un pays pauvre en termes de sous-sol comme la Tunisie, mais tu peux reposer tout ton PIB principalement dans le domaine du tourisme parce que tu es bon dans le domaine du tourisme, tu sais exploiter cela et rapporter du PIB. Le pays comme les Seychelles ou je sais plus quoi là. Oui, Seychelles qui ont l'un des PIB les plus énormes. Ils sont pas nombreux, mais ils savent jouer sur le tourisme. Et ça rapporte de l'argent au pays. Vous n'avez pas besoin d'avoir une terre riche. Et si vous avez une terre riche, tant mieux, sachez l'exploiter. Mais vous ne savez pas l'exploiter. Vous vendez ça aux gens. Vous dites que oui, on vous exploite, on vous force à vendre des prix. Moi, c'est débile de dire ça. Les Arabes... Là, on est d'accord. Si tu as le fer et que le fer ne te sert à rien, ça, c'est pas la richesse, ça. La richesse, c'est comme tu vas transformer ce fer en voiture ou alors en machine. C'est la seule richesse. Que la France a des matières premières. En fait, de toute façon, les gars, déjà, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils sont tellement débiles, c'est panafricains, c'est qu'ils croient que les matières premières, c'est forcément l'or, le pétrole. Mais en fait, les gars, ils savaient pas que, déjà, tu vas dans la nature, les matières premières, tu en as partout. En fait, les matières premières, c'est uniquement
ce qui est, comment dire, le bien qui va être tout en bas de la chaîne de production, qui va te permettre de créer de la richesse et de créer de la valeur. Mais le bois est une matière première, les mecs, le blé est une matière première qui a permis de faire prospérer la France à travers les siècles, quoi. La France, c'est un pays qui est très agricole. Ça leur a permis de... D'ailleurs, ça a été un avantage que... Tu vois, les mecs parlent de matières premières, ça a été un avantage que la France a eu sur les pays africains, quoi, au Moyen-Âge. C'est que c'était un pays qui avait un très bon réseau fluvial. C'est des travailleurs. Un pays qui avait, comment dire, des terres très fertiles. C'est pour ça que, d'ailleurs, les campagnes françaises, ça fait partie des campagnes les plus développées du monde, si tu regardes. Avec autant de variétés, avec autant de choses, tu vois, c'est pas des villages, tu vois, franchement, en France, c'est assez particulier, tu vois, dans les campagnes, c'est pas des villageois, comme je sais pas, on va en Russie, les mecs, ils sont arriérés, quoi. Là, tu vois, c'est des gars qui ont vraiment des savoir-faire énormes, quoi, c'est incroyable. Et du coup, le fait qu'il y a pu avoir ce blé, ben, en fait, ça a, bon, après, ça faut être un peu, comment dire, plus connaisseur, faut pas juste s'arrêter, oui, matière première, mais ça a permis, parce que quand tu as un surplus de nourriture, ben, généralement, la population, elle augmente, et le fait d'avoir un surplus de nourriture, ben, te permet de développer le secteur tertiaire, c'est-à-dire les mecs qui vont gérer, qui vont faire de la gestion, qui vont être dans l'administration, ça te permet de pouvoir payer, ben, les compagnies d'artisans, là, à l'époque, c'était les corporations de métiers, ça te permet de nourrir ces gars-là, qui vont pouvoir ensuite te construire des ponts, te construire des routes. C'est ça, quoi. C'est les mecs qui comprennent pas, même au niveau de la chasse, quoi. La chasse, même l'animal que tu vois dans la nature, c'est une matière première. Les gens en faisaient des fourrures, des étoffes, qui allaient se vendre partout dans le monde, quoi. T'avais les Européens, ils allaient vendre des fourrures aux Arabes, ils leur vendaient, je sais pas moi, de l'encens, ou du sel, ou du tissu, ou des meubles, ou des choses comme ça, avec du bois. Tu sais, Iron. La parole, hein. Même l'Africain lui-même, quand il fait son discours pour faire pour dire qu'il est vrai, il dit nous tout ce que nous on veut, c'est on va manger, on va boire notre bière, on dort. C'est comme ça que le peuple même parle. Il dit. Donc là, le peuple ne réfléchit pas à savoir que c'est nous-mêmes qui devons développer ce qu'on a. On croit qu'on a tout dans nos sols, mais en fait, c'est quand tu sors de l'Afrique et tu dis mais putain, mais on est bien, on nous a menti. Moi je suis un cas. C'est pour ça que ça me fait tellement mal. Quand je me dis quoi, donc toutes ces générations là, ils vont rester dans ces mensonges là comme ça pendant des années. Toutes les générations qui sont là-bas, tous les jeunes, ils savent pas. Ils sont beaucoup comme ça à ne pas savoir. L'ignorance. Trop de mensonges. Le travail. Moi, je suis arrivé en Europe, je me rends compte que j'arrive en stage au travail, je me rends compte que le patron, lui, il est là avant moi. Moi, je m'en vais le soir. Moi qui dis que je cherche boulot, hein, je m'en vais le soir, je suis fatigué. Lui, il est encore dans son entreprise. C'est pas de la sorcellerie, hein. C'est des heures de travail qu'il fait, et puis c'est le travail, c'est de la production. Mais chez nous, ça me fait rire. En fait, le blanc, c'est le travailleur, c'est du boulot. Et ça, on n'a pas encore compris chez nous. On n'a pas compris. On croit que le blanc, il est à l'aise, il dort, le blanc, le blanc, c'est un travailleur, c'est des bosseurs. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je prends l'exemple, par exemple, des poubelles. Il y a tellement de poubelles au Cameroun, en fait, à ce moment-là. Même. Et du coup, moi, je donne une idée. Parce qu'ici, par exemple, il y a les centres d'incinération. Les centres d'incinération, ils brûlent, ils mettent dans le four, il brûle. Après, à la sortie du four, on sort le mâche-fer. Le mâche-fer qu'on remet comme première couche pour faire des routes. Tu les proposes, ils te disent que non, quand on fait quoi avec ça? On n'a pas. Attends, c'est pour ça que je dis depuis que tu as une vision un peu simpliste. Il se trouve que ce dont tu parles, c'est des usines de valorisation des déchets. J'ai travaillé dedans, donc je sais ce que c'est. Oui, je sais, les OEM, je sais, moi aussi j'ai travaillé dedans. Ça coûte très cher. Si tu travailles dedans, tu ne peux pas dire ça. Oui, mais il y a le budget, il y a de l'argent. Attends, quand tu dis que tu leur proposes ça, tu leur proposes quoi? Tu leur as proposé de faire ça pour eux? Pour eux, mais pas derrière. Tu sais qu'avec ça, on peut mettre un tubo ordinateur. Je sais qu'on peut construire ça. À Yaoundé, c'est un truc qui a besoin, mais mec, c'est un problème qui est régalien. Ça coûte très cher. Ça coûte aussi cher qu'une centrale thermique, le bazar. Attends, avec un fou de 1 litre. Attends, tu dis que tu as travaillé dedans. Comment tu peux raisonner comme ça? Tu connais IP13 ou pas? Le projet IP13? Non. Ivry-Paris 13? Non. Il y a une usine comme ça sur le bord du périphérique parisien? Non. C'est une centrale c'est une usine de valorisation des déchets. Moi, j'ai travaillé pour deux. L'un en Écosse et l'autre en Serbie, à Belgrade, en Serbie. Et ces usines, ça vaut 1 milliard d'euros quasiment. Hein.
Mais attends, tu penses qu'on a manqué 1 milliard d'euros, nous, au Cameroun? Mec, 1 milliard d'euros, c'est 650 milliards de francs CFA, mec. C'est parce qu'on va mettre dans les ordures. Non, en fait, Bertin, c'est bien. Moi, je suis un gros critique du pouvoir, je pense que tu le sais. Il faut pas non plus se leurrer. Il faut pas faire comme si tout est simple. C'est pour ça que je te dis, t'as la vision d'un élève qui n'a pas la notion qui n'a pas encore intégré les contraintes. Tu es comme un gars qui vient de sortir de l'école et qui n'a pas encore l'expérience des projets. C'est ce que je vois en toi. Tu sors juste de l'école ou pas, Bertin? Non. Ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait 5 ans que je travaille. Putain, c'est hallucinant quand même. Hein. Franchement, faut te poser des questions. C'est pas contre toi. Hein. Franchement, je suis pas là pour te dénigrer, mais franchement, quand tu as 5 ans d'expérience sur les projets en Europe, tu raisonnes pas comme ça, mec. Franchement, comme ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, ouais. Réaliste. Là, tu as vraiment, tu vas voir la vision d'un étudiant qui aborde des questions techniques avec son œil d'étudiant sans être conscient des contraintes. Je leur propose, non, faut être clair. C'est comme moi, tu me dis à 10 ans que on te donne un avion, Serge. Bah, je vais dire oui. Je sais pas ce que ça entraîne comme coût un avion. Bah, il faut un aéroport où tu mais attends, mais Serge, les stades qu'on a conçus au Cameroun nous servent à quoi aujourd'hui? Ça, je suis d'accord, mais le problème est Bertin, ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que plutôt que de demander à avoir la Coupe du Monde, j'aurais préféré avoir les stades. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui fait vibrer les Camerounais? Entre un pays comme le Cameroun, qui joue à la Coupe du Monde et fait vibrer la population, mais Yaoundé est sale, ou un pays propre, je sais pas moi, comme... Mais propre, mais pas derrière, on transforme les déchets en électricité. Je cherche un pays plutôt bon à vivre. Bah, prends un pays comme le Luxembourg. Voilà, le Luxembourg. Tu prends un pays comme le Luxembourg. Tu prends un pays comme le Luxembourg. Un pays comme quoi? Le Luxembourg n'est jamais en Coupe du Monde. On est d'accord? Mais leur pays est bien. Tu crois que ça arrangerait les Camerounais? Ils vont te dire qu'ils préfèrent leur bout à Yaoundé, mais aller en Coupe du Monde. C'est ça le problème. C'est une question de priorité. Il faut savoir que l'État est à l'image de la population. Les transports sont gratuits là-bas. C'est vrai. Quand la population a comme priorité la santé, l'État est obligé de considérer la santé comme prioritaire. Il y a Instinct Unique qui a une question pour moi. Vas-y, Instinct, avant que je vous laisse encore quelques minutes pour aller chercher mon fils. Bonjour à tous, bonsoir plutôt, enfin ça dépend d'où vous êtes. Alors Serge, moi je vais te poser la question. Tu sais, demain tu es président au Cameroun, concrètement parlant. Toi tu serais président aujourd'hui dans un pays africain comme le Cameroun. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer de façon un peu succincte qu'est-ce que tu ferais? Je fais un test de QI. Tous ceux qui sont inférieurs à 100, je les liquefie direct. Oui, bon, c'est quand même... Tu m'as posé une question, j'ai répondu à ta question, mec. Ah oui, mais votre question n'était pas finie, en fait. Hein. Ah, pardon, vas-y, finis ta question. Qu'est-ce que tu ferais? Je crois que j'ai donné un début de réponse. Si tu étais président au Cameroun, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ce pays puisse sortir de la situation dans laquelle il est aujourd'hui pour émerger et se développer éventuellement? Qu'est-ce que toi, tu aurais comme solution, concrètement parlant? Mais ok, je vais te répondre. Tu sais que j'ai souvent la tendance à vous expliquer ici que l'action est un vecteur. C'est-à-dire que quand tu peux très bien faire une action, quelqu'un d'autre annule, hein, alors que nous, on n'a pas ça en tête. On n'a pas souvent le sentiment chez nous que ton travail peut être annulé par l'action de quelqu'un. Quand on combat Philippe Simo, les gens nous demandent pourquoi on combat Philippe Simo. C'est parce que Philippe Simo, quand je viens vous expliquer que le travail paye, Philippe Simo vous dit... Bon, si on parle de Philippe Simo, me descend. Allez, ciao. Ciao. Attends, je te bloque comme ça, tu ne reviens plus, puisqu'on va parler de Philippe Simo plus tard. Donc, je te bloque comme ça, tu ne reviens plus parler Philippe Simo. Dégage. Voilà. Tu ne reviens plus. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais tantôt que quand moi, j'explique un certain nombre de choses, comme le travail qu'il faut pour développer l'Afrique, et Philippe Simo vous dit, prenez une formation chez moi, vous allez vous en sortir, il annule mon travail. Donc, par exemple, si tu es avec Iron, vous avez un véhicule que vous devez pousser pour qu'il avance. Si tu te mets en face d'Iron, vous poussez tous les deux, même si vous suez comme des bœufs, le véhicule ne bouge pas parce que vos forces annulent. Donc, si on part de ce principe-là, que tu peux construire un bâtiment, tu mets 10 mois pour construire un bâtiment, mais une giclue vient détruire le bâtiment en 1 seconde. Ça veut dire que les QI très faibles sont très dangereux pour la société. Donc pour moi, je pars du principe que pour que on puisse voir la portée des gens comme Percé, Extramoon ou moi ou peut-être Iron dans un pays comme l'Afrique, je serais bien content de voir les gens comme Iron venir participer à la construction avec nous. Eh bien moi je fais un test de QI, je liquéfie tout le monde en dessous de 100. Voilà. Comme ça, les gars qui ont un QI supérieur à 100, c'est des personnes... Concrètement parlant, si toi, tu es président demain au Cameroun, tu viens, tu liquéfies tout le monde, quoi. J'ai fait un test de QI, je liquéfie les gens en dessous de 100, oui.
D'accord. Autrement dit, tu liquéfies tout le monde, en fait. Bah, une bonne partie, oui, ce serait pas mal, oui. Oui, il faudra investir dans les cercueils. Et donc, en faisant ça, du coup, tu vas... Ah bah, les QI de sang vont développer le pays, t'inquiète. Et quand les enfants vont naître, ils vont avoir comme encadreur des QI de sang. Mécaniquement, leur QI va évoluer. Tu te débarrasses juste de la vermine dans la société. Non, mais monsieur, sachez qu'il a des raisons de dire ça. Hein. Moi, je suis quelque part, il a des très bonnes raisons de dire ça. C'est vrai, hein. Bah, en plus, ça va créer des emplois, comme dit El Matriche. Ça va créer des emplois parce que les menuisiers vont avoir du boulot pour faire des cercueils, hein. Moi, je la partage. À condition que le menuisier lui-même son cul, il a qu'à travailler, ça. il a intérêt, le menuisier, de faire des cercueils sur mesure. Sinon, lui aussi, il aurait un cercueil. Sinon, on fait venir des pompes funèbres en Europe, hein, puisqu'ils ont déjà l'expérience, hein. Il n'y a pas de problème, quoi. Mais monsieur Amango, ce que vous dites là, en fait, c'est vrai, parce que vous ne voulez pas qu'on vienne mélanger vos travail, votre travail. En fait, de façon générale, oui, en fait, il faut être très honnête. Instant. C'est pas parce que quelqu'un parle bien, réfléchit bien, qu'il peut gouverner. Faut faire attention. Faut faire hyper attention. Non, j'ai pas les capacités pour gouverner un pays. Voilà. Donc, je te charrie. T'as pas des idées, t'as pas une décision claire de qu'est-ce qu'on aurait pu faire. On ne gouverne pas avec des idées, c'est ça que tu comprends pas. C'est ça, voilà. Mais Instinct Uni, ça c'est le boulot des énarques, c'est le boulot des mecs comme Ouattara, c'est le boulot d'économistes, de mecs qui ont travaillé, je sais pas, au FMI, Instinct Unique, on vous a fait quoi? Si je comprends bien, ce sont des énarques. Attendez, si je comprends bien, ce sont des énarques. Attendez. Non, tu vas peut-être après. Attends, je complète ce qu'il a dit. Parce que je vois où tu veux venir. Logiquement, il faut savoir que la politique, c'est un métier de base. C'est un métier. Donc, le rôle d'un politicien, c'est de gouverner, prendre des décisions et essayer de maintenir un équilibre dans la société. Moi, je suis un scientifique. Donc, le politicien, si pour maintenir l'équilibre, il doit raconter des conneries, il n'y a aucun problème pour ça. Or, le scientifique, il a du mal à mentir. Donc, le politicien a besoin de s'accompagner des gens comme nous ou comme Percé pour mieux gouverner. Il a besoin de nous. Mais ça ne veut pas dire que nous, on peut gouverner à sa place. C'est ça qu'on n'a pas expliqué aux Africains, mec. On n'a pas expliqué aux Africains que la politique, c'est un métier. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est intelligent, que quelqu'un parle bien, s'exprime bien, raisonne bien ou dit ce que vous avez envie d'entendre, que ça veut dire qu'il peut gouverner. Tu sais, tous ceux qui jugent Ibrahim Traoré, à part le fait qu'il parle et qu'il sait parler à ceux qui l'écoutent. Concrètement, il a fait quoi? Instinct Unique. Rien. Non, mais Instinct Unique, vas-y, dis-moi concrètement. C'est pour ça que les défenseurs de Traoré, là, ne peuvent pas monter défendre Traoré avec des actes. Parce qu'on limite encore la qualité d'un président. Et c'est là où Oligui Nguema a bien joué. Oligui Nguema, il a passé son temps à nourrir les Gabonais. Et ça, il a gagné l'élection grâce à ça. Alors que dans un autre pays, il n'aurait jamais pu. Vous imaginez un militaire en France qui fait un coup d'État pour renverser les institutions et organise les élections 1 an et demi après, tu crois qu'il peut se présenter? Tout le monde va lui dire dégage, mon ami. Bah, bien sûr. Personne, il n'a aucune chance de gagner. Mais chez nous, comme Kadhafi, quoi. Si tu te dis, les mecs, le gars, oui, bon, c'était l'une des meilleures conditions en Afrique, mais le gars, en même temps, il jouait en mode facile avec les codes d'Autriche, quoi. Le gars, il avait une production de pétrole énorme pour une population minuscule. Tu vois, mais bon, le mec n'a quand même il a quand même rien branlé, quoi. C'est quand même resté un pays du tiers-monde, hein. T'aurais mis un pays comme la Libye, je sais pas, moi, au Sud-Coréen, et t'aurais mis les Sud-Coréens à la place de Kadhafi, les mecs, ils t'auraient fait Dubaï x 1000, quoi. Va regarder la Californie, c'est sur un désert, hein. Le Nevada, c'est le désert, hein. Va voir ce qu'ils en ont fait. Non, tu comprends, Extramoun, Instinct Unique, c'est parce que je suis honnête que je te dis que j'en ai pas la capacité. Mais un bon politicien, il va jamais te dire qu'il n'en a pas la capacité. C'est pour ça que la politique, c'est un métier. Leur métier, c'est de maintenir un équilibre dans la société. Et tu peux m'expliquer, alors, vous pouvez m'expliquer, selon vous, comment est-ce que Singapour a fait pour sortir, pour se développer et aussi, voilà, je vais rester sur Singapour. Est-ce que c'était un énarque qui a eu le pouvoir là-bas et qui a appliqué, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont appliqué, moi, je connais pas très bien le sujet de Singapour, mais j'ai déjà entendu parler de cette vision d'une personne qui a été, C'est un cas d'école, hein? Oui, mais le problème Instinct Unique, là où vous vous trompez tous à chaque fois, j'explique souvent ça parce qu'on appelle la matrice de transformation. Singapour, c'est pas la même matrice que l'Afrique, quoi. Je vais te donner un exemple. J'adore les exemples physiques, malheureusement, il n'y a que ça que je maîtrise. Quand tu regardes les conversions d'énergie, pourquoi c'est facile de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique? Parce que c'est ce qu'on appelle des énergies ordonnées. Que ce soit l'électrique en mécanique, c'est facile. Que ce soit l'électrique en chaleur, mécanique en chaleur, tu peux. Mais l'inverse n'est pas possible. Parce que la chaleur, c'est une énergie désordonnée.
C'est-à-dire que les molécules se déplacent à des grandes vitesses, mais la moyenne est nulle. Ils sont tout le temps en train de se déplacer dans toutes les directions. Donc c'est un peu comme si toi et moi on était autour d'une voiture, nous 10 là on était autour d'une voiture en train de pousser, chacun poussait dans sa direction, il y a très peu de chances que la voiture avance. Il y a plus de chances que la somme de nos forces s'annule. C'est ça la chaleur en fait. Alors que quand tu as une énergie cinétique, par exemple quand tu lances un caillou, toutes les molécules du caillou se dirigent dans la même direction. Quand le courant, quand tu as des électrons qui se déplacent dans un câble, ben, tous les électrons vont dans la même direction. C'est ça qui fait que l'énergie là est propre. Maintenant quand je prends soin ça, j'applique au peuple. Je dis que le peuple européen, c'est l'énergie électrique. Le peuple asiatique, c'est l'énergie mécanique. Et le peuple noiresque, c'est l'énergie thermique. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ce qui marche pour les deux autres, tu l'appliques au troisième. En Afrique, c'est l'individualisme, chacun va dans son sens. Tout le monde est en train de bouger dans sa direction. Quand un mec veut vendre son macabo, il vient là, il s'en fout. Si c'est la route, il installe sa chose, il ne regarde pas, il s'en bat les couilles. Celui qui veut jeter les ordures, il s'en fout. C'est une rigole pour évacuer l'eau et éviter les inondations. Il s'en branle, il jette des ordures dedans. C'est ça notre population. Chacun pense à son instinct, à son intérêt immédiat. Et en ce sens, on fonctionne comme la chaleur. C'est-à-dire qu'on a une grosse entropie. C'est très difficile de faire avancer un tel peuple. Par exemple, quand tu as des peuples ordonnés, il suffit qu'il y en ait un qui a une vision, tout le reste se suit. C'est ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé à Singapour, et ce qui s'est aussi passé à l'Europe à une certaine période. Mais le problème chez nous, et c'est d'ailleurs pour ça que la Côte d'Ivoire est meilleure que l'Afrique, parce que même d'ailleurs en Afrique, tu as des nuances. Autant en Afrique, on est moins scolarisé en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est 45%, le Cameroun, c'est 78%. Mais les Ivoiriens sont plus ordonnés et plus, comment on appelle ça? Merde, le mot c'est quoi déjà? Et plus, comment je vais dire? Les gens qui sont respectueux des règles, là. Oh, putain. Bah, civilisés, non? Civilisés, je sais pas. Voilà, ils sont plus civilisés. Ils sont plus civilisés que les Camerounais. Et c'est là où il y a toute la différence. Donc tu vois très bien qu'on peut avoir un pays discipliné, c'était le mot que je cherchais, merci Dynamite, c'était ça le mot discipliné. Les Ivoiriens sont plus disciplinés que les Camerounais. C'est pour cette raison que malgré le fait qu'en termes de taux d'alphabétisation et même de QI, ils arrivent plus que nous. Je vous dis que le QI n'est pas forcément la meilleure des choses. Le QI n'est pas le seul critère. Tu peux avoir l'intelligence maléfique qui t'autodétruit en fait. Et les Camerounais, on en est là. Ce qu'on est. On est allé à l'école, mais on ne sait pas avancer. 56% maintenant, c'est plus 45%, 56%. Ok, très bien. Et donc, c'est pour ça que les gars, c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce que on est toujours en train de se tirer entre les pattes. Il n'y a pas un peuple plus individualiste qu'un peuple camerounais. Il n'y en a pas. Quand tu regardes les Ivoiriens, même quand tu vois parfois leurs initiatives, il y a plus d'individualité, il y a plus de collectif dans ça. Mais au Cameroun, dès que tu veux faire un truc collectif, chaque membre est d'abord en train de penser à son intérêt immédiat, quoi. Je sais pas si les Camerounais qui sont sur le panel me disent si je mens, hein. C'est le premier réflexe des Camerounais, d'abord, intérêt individuel. Tu viens avec un projet au Cameroun. Moi, j'ai croisé une fois à l'époque où je demandais encore le visa pour aller aux États-Unis, donc on est en 2006 ou 2007. J'ai croisé une fois un Américain à l'ambassade. Quand je lui ai dit que j'étais Camerounais, il m'a dit, mais vous êtes des singes, hein. Je suis désolé, les gars. Vous savez, les Américains sont directs. Mais je dis, pourquoi? T'es sérieux, là? J'ai ramené un projet chez vous une fois. Bah, je voulais vous aider je voulais aider un quartier ou un village à avoir de l'eau potable. Le chef de village m'a demandé ce que lui a gagné dans l'histoire. Il m'a dit qu'il était dépassé, quoi. Il m'a demandé où il se trouvait. Mais sérieusement, comment on peut te voir avec ce genre de raisonnement? On peut te voir comment? Est-ce que tu crois que je pouvais alors m'énerver? Parce que quand le gars dit vous êtes des singes au départ, je te dis mais putain, le mec il est gonflé, quoi. Mais quand il t'explique, il te prend pour un animal. Tu dis oui, non. En fait, quand il finit de t'expliquer, t'as plus envie de dire mec, c'est le singe que t'insultes là, non? T'insultes le singe là quand même. Merci, c'est très clair ce que vous avez dit, monsieur Langou. Vous n'avez pas tout de suite sauté à dire que c'est moi, je vais réparer ça, je vais faire ci, non, vous avez été très très clair. Et ça, c'est pour ça que je dis que les scientifiques de base, c'est des gens honnêtes. Un vrai scientifique, il est honnête. Un vrai scientifique, tu lui proposes une affaire qu'il ne peut pas, il va te dire je ne peux pas. Il va pas te mentir. Et même moi, c'est ça ma religion. C'est-à-dire que j'essaye au maximum possible de m'assurer. Donc je vais pas venir dire non, je peux être meilleur président que Paul Biya. Non, la politique, c'est pas la même chose que parler. On est très fort. D'ailleurs, c'est comme le foot, Alexandre. Tu sais que quand on est assis dans son canapé, on sait tous ce que le joueur aurait dû faire. Hein. Oui, oui, ça c'est vrai ça, ouais. Moi, quand je suis sur mon canapé, je dis putain, Randal Colomwani là, tu faisais comme Aboubakar et on était champion du monde, quoi.
En gros, si je comprends bien, en gros, vous êtes dans la facilité, c'est-à-dire la critique, c'est qui est le plus facile. Par contre, au niveau des solutions, mon cher ami, si c'est comme ça que tu as compris, c'est que tu n'as rien à faire ici, mon ami. Non, mais c'est pas une facilité, c'est la critique. C'est plus facile d'être Mais monsieur, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? La critique va diriger, non, les QI de moins 30, là, ça commence à bien faire. Tu prends le temps de répondre à... Mais Chanaro, demandons-lui, lui, il pense quoi? Il en pense quoi? Moi, je l'ai dégagé. Moi, je l'ai dégagé parce que ce genre d'animal, attends, bonsoir à tous. Tout le monde est dans la facilité. Tout ce que j'ai voulu lui expliquer, c'est que chacun a sa compétence. Oui, c'est ça. Arrivé le matin, tu me demandais, Serge, si tu es directeur du CHU de Yaoundé, qu'est-ce que tu fais? Mec, je suis pas médecin. Abruti, je suis pas médecin. Va poser la question à un médecin. Moi, si tu me dis comment tu fais pour t'assurer que le CHU ne manque jamais d'énergie en cas d'urgence, là, je peux répondre à ta question. Je peux répondre à la question dans ce sens-là. Si tu viens me demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que le CHU ne manque jamais d'eau, de chauffage, d'énergie et tout le tralala, tout ce qu'il y a comme fluide d'utilité, même les fluides médicaux, tout le bataclan. Tu viens me poser ces questions-là. Comment on peut faire pour en plus, tu as été clair. Tu n'as même pas lancé un discours de populiste. En fait, c'est dommage, hein. C'est dommage, l'Afrique. Les gens posent des questions avec des idées en tête. Ça dit que pour eux, je vais t'expliquer d'où vous voulez. Je sais pourquoi il a réagi comme ça. Ouais. Son but, c'était de venir dire, vous critiquez beaucoup, vous proposez quoi? C'est-à-dire que nous, nos critiques les énervent tellement que, au départ, ils ont combattu nos critiques en disant qu'on est un exagéré. Maintenant que, ils sont obligés d'admettre que la critique est vraie, mais l'autre façon de vouloir annuler notre acte parce que cette vérité les dérange, c'est de nous dire, si vous critiquez sans proposer, vous ne faites rien. Vraiment un vrai Africain, M. Nango. C'est comme ça l'Afrique, tu es vraiment un vrai Africain. C'est pour ça qu'il est venu poser la question. Il aurait voulu que je dise que je vais construire les autoroutes. Mais vous croyez que le président qui est là, il ne sait pas comment construire les autoroutes? Ils ont beau voler l'argent, ils ont envie de construire quand même, mais ce n'est pas aussi simple. Bon, en fait, je peux un peu intervenir par rapport à ça. En fait, tu l'as donné le bâton pour te faire fouetter. En fait, tu l'as dédouané du fait que la responsabilité de nos dirigeants n'est pas directement engagée parce que c'est difficile de gérer. Ouais, parce que tu as fait un simultané en disant, ce n'est pas si facile de diriger un peu que de parler. C'est ça que j'ai compris, Derrick. Pour moi, ce que j'ai compris d'Anongo, c'est les deux, en fait. C'est deux choses qui sont intrinsèquement liées. D'un côté, il y a un dirigeant pourri, mais il y a également aussi une partie de la population qui, qui va pas forcément mieux que le dirigeant, tu vois. Ouais. Même si l'État, même si l'État est un footballeur aussi. Même si l'État est un problème, oui, mais même si l'État est un problème, mais bon, après, il y a plein de pays où ça manque pas d'exemples, où il y a des gens, même certains pays européens. Hein. Tu prends par exemple la Russie, tu vois dans l'état qu'est le pays, et t'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de Russes qui sont contestataires. Hein. T'as même toute la diaspora débile en France, alors que les mecs, ils ont eu la chance de vivre dans un pays occidentaux où on leur apprend la liberté d'expression, on leur apprend, la rationalité, on leur donne les outils pour se battre contre la propagande, l'esprit critique, mais c'est quand même des gens qui soutiennent des idéologies débiles, quoi, alors que les mecs, ils ont le cul bien assis en Occident, tu vois. Donc non, c'est des choses qui sont intrinsèquement liées. Après, ce que le gars comprend pas, c'est que les critiques qu'on fait le truc, c'est que nous, on rentre pas dans l'ultra-crépidérianisme, c'est-à-dire que les critiques qu'on peut faire sur Traoré, Kadhafi, on les fait, c'est pas nous. C'est pas moi, Nongo percé, on a regardé ce que le gars a fait, on a fait des statistiques d'IDH, on a fait des statistiques... Non, nous, on est parti regarder le travail des économistes, on est parti regarder les rapports, et les rapports ne sont pas glorieux. C'est ça que Attends, j'ai pas fini. Du coup, sur ce point-là, oui, on est légitime à critiquer parce qu'en fait, on a écouté, on a lu les travaux des experts. C'est pas nous, ça sort pas de nous. Après, en ce qui concerne comment gérer un pays, ben ça c'est pareil, ça en revient aux experts. Et d'un côté, les experts qui, publient par exemple, je sais pas moi, les IDH, la croissance des PIB, ben on peut constater quand un pays fonctionne et quand un pays fonctionne pas. On peut constater à la Côte d'Ivoire par rapport que les gars ont stabilisé la croissance à 7% moyenne, le taux de scolarisation qui a augmenté, le fait que l'électricité soit beaucoup plus accessible, la couverture électrique elle est à 90% maintenant. Du coup, là tu vois qu'il y a du bon travail, tu vois, qui a été fait. C'est après ce que dit Anongo, c'est que oui, effectivement, tu prends un pays comme le Cameroun, tu prends un pays comme le Goriland, malheureusement, si t'as beau être un Ouattara là-bas, tiens de moi, quoi. C'est qu'il faut avant tout aussi le fait d'avoir une population qui est à même d'avoir un dirigeant qui va pas les caresser dans le sens du poil, mais qui va en fait avoir comme cap de développer le pays. Mais un mec comme Ouattara au Mali fait 2 mois, mec. Il fait 2 mois.
Un mec comme un Nongo au Cameroun fait 2 mois. Ils vont dire c'est un vendu, c'est un payé de l'Occident, ils vont se révolter, ils vont chasser, quoi. Ils vont payer quelqu'un pour me liquéfier, c'est tout. C'est ça, quoi. C'est ça, quoi, c'est ça. On va payer un gars pour dire que je suis un envoyé de la France, tu vas voir, on va me liquéfier assez rapidement. Donc, Mujinga, on a une dame dans le panel, c'est ça, Mujinga, c'est une dame ou bien c'est un homme qui utilise le profil d'une femme? Je suis une femme. Ah, c'est très intéressant, Mujinga. Sinon? En tout cas, j'ai bien fait de couper mon micro pour écouter ce que vous dites, en fait. Et j'ai compris, en fait. Je venais vous poser des questions dans le sens où il y a nous ici, nous les jeunes, qui nous questionnons, en fait, sur la gestion des pays africains. Et vu qu'on n'a pas trop de positions, en fait, on voulait savoir... on voulait avoir un peu les avis de tout le monde, en fait, pour arriver à... Bon, comme la dernière fois, vérifier, en fait. Pour arriver à vérifier qui dit la vérité et qui ment. Donc, en écoutant, j'ai compris seulement. Oui, parce qu'en fait, c'est pas... Oui, c'est vrai qu'on doit critiquer les dirigeants parce que c'est normal, hein. Ils sont là pour nous servir et on a le droit d'être satisfait ou de pas être satisfait. Mais en fait, on ne doit pas oublier que ce n'est pas simple. C'est pas un métier simple. C'est pas simple non plus. Je vais te donner l'exemple d'un pays qui a cru que faire la politique, c'était tellement simple qu'ils pouvaient tirer sur les politiciens, les insulter, qu'ils ont fini par décourager les meilleurs. Et aujourd'hui, ce pays-là se retrouve avec des politiques de bras cassés, hein, des politiques tellement moyens que quand ils s'expriment, tu as envie de te cacher sous la table. Ce pays, ça s'appelle la France. Tu vois? Aïe. Bah oui, on n'a plus la même qualité. Parce que sérieusement, même moi-même, tu me proposes d'être ministre, je vais jamais accepter, hein. Parce que déjà tu arrives, je vais gagner à peine plus que ce que je gagne, je vais gagner à peine ce que je gagne aujourd'hui, mais je vais être fliqué en permanence. Hein. Si je prends le train, on va vérifier si j'ai payé mon train avec la carte du ministère. Si je m'en vais voir un gésier, on va faire une enquête pour savoir si j'ai payé l'addition avec ma carte ou la carte du ministère. Bref, mon gars, c'est la merde, c'est de la merde. Et s'il suffit qu'un jour tu te trompes pour 50 balles, tu es traité en France comme le pire des voleurs, quoi. C'est-à-dire que le Naël n'est pas autant attaqué. Tu trouves plus de gens pour défendre Naël que Cahuzac. Ça, c'est pas normal, je suis désolé. C'est pas normal, c'est les politiciens. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en liberté pour des mêmes actes. Oui, voilà, les politiciens sont des hommes comme nous autres. Ils ont le droit de commettre des erreurs. On n'a pas à être plus dur avec eux parce qu'ils nous servent. En fait, on a fini par faire croire que le politicien, oui, bon, bien sûr, il y a des politiciens, c'est un avantage. Quand les politiciens avaient beaucoup plus de pouvoir, pouvaient parfois utiliser de leur influence pour des raisons personnelles, oui, ça attirait des gens. Au jour d'aujourd'hui, tu as zéro pouvoir. Tu peux rien faire, tu es fliqué en permanence, à part le fait que tu as une voiture de fonction et un logement de fonction, tu gagnes que dalle, quoi. Mais tu prends le risque que s'il y a une année où tu t'es planté sur ta fiche d'impôt, que tu te retrouves à la une des Mediapart ou du Canard enchaîné. Donc, désolé, voilà, Bayrou, ça fait quoi, 70 ans? Après, ils se disent quand même que, vu que tu as décidé d'accepter ce rôle-là, tu assumes ce qui se passe, non? Honnêtement, les ministres sont pas les mieux payés, je suis désolé. Moi, j'ai ce genre d'exigence avec les gens si je paye bien. Moi, je trouve qu'on est moins exigeant avec les footballeurs à qui on verse des millions qu'envers les ministres. Tu as vu Mbappé, par exemple, il est au Real. Tu as vu tout ce qu'on a dépensé pour qu'il aille là-bas. Tu as vu le salaire d'Mbappé. Mais il y a des gens qui lui trouvent des excuses. Oh, il a le temps, il faut qu'il s'acclimatise, blablabla. Voilà, il est jeune, comprenez-le, il y a la langue, il y a le climat. En fait, tout le monde trouve des excuses bidons. Par contre, tu donnes 8 000 euros net à un ministre, parce que je rappelle que les ministres, pour la plupart, leur salaire, ça tourne entre 8 000 et 9 000 euros net. Hein. La seule chose qui change, c'est que oui, ils ont le billet de train gratos, ils ont le logement de fonction, ils ont une voiture de fonction, ils ont quasiment la plupart des frais qui sont pris en charge. Donc voilà, mais en tout cas, le salaire net sur la fiche de paye d'un ministre, ça dépasse rarement les 10 000 euros, quoi. C'est rare que ça dépasse les 10 000 euros. Donc tout ça pour se faire insulter par tout le pays, bah c'est normal qu'après, tu as des vrais gens, ils ne veulent plus être ministre. Voilà, c'est tout. Tu vas appeler les gars, ils vont te dire non, merci, quoi. Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie qu'on vienne sentir mon cul pour savoir ce que j'ai fait, quoi. Bah voilà. Du coup, tu te retrouves avec quoi? Avec des mecs pour lesquels c'est la seule façon d'être ambitieux. Avant, les mecs avaient réussi dans la société. Avant de devenir ministres, ils étaient soit des hauts fonctionnaires, soit des dirigeants d'entreprise, soit, tu vois, ils avaient un background. Et donc, quand on les prenait comme ministre, c'était un peu comme le transfert du siècle, quoi. Voilà. Quand on prend Tapi pour être ministre de la ville, Tapi ne va pas là-bas chercher de l'argent, il va pas là-bas chercher un prestige. Non, il va servir son pays. Mais quand tu arrives là-bas, t'es traité. Je suis pas en train de dire qu'il faut une impunité pour ces gens-là. Je dis, il faudrait pas être 3 fois plus dur avec un ministre parce qu'il est ministre que tu ne l'es avec un Naël qui est un voyou. Or, dans les faits,
le même gars qui va te dire que Cahuzac, il doit être suspendu par une corde à la Bastille, c'est le même qui va te dire, ouais, mais il faut comprendre les petits enfants des cités, Naël, tu comprends, machin, bidule. Et ça me tue, ça me trouve le cul, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, résultat des courses, on a fini par décourager les meilleurs. Et quand tu regardes les ministres d'aujourd'hui, mais essaie d'aller vérifier le QI moyen d'un ministre sous Giscard, sous Mitterrand, sous Pompidou. Tu vérifies le QI moyen avec les ministres d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes textes. Même quand tu regardes les députés à l'époque, ils écrivaient des proses, quoi. T'as un animal à l'Assemblée nationale, je sais pas comment on l'appelle là, d'où c'est de l'Ogu, je sais pas quoi là. La giclure de l'Ogu, c'est vraiment une grosse giclure, lui. Wesh, voilà, la vie de ma mère, machin. Sérieusement, qui imagine? Je vais reprendre les termes. Bardella qui copie sur tout le monde. Bah oui, non mais Bardella au moins garde le look classique du politicard d'avant, hein. Il ne fait pas d'entorse quand il s'exprime. Désolé. Bardella, il est jeune. On peut lui reprocher tout ce qu'on lui reproche, peut-être ne pas bien maîtriser ses dossiers, tout ce qu'on voulait. Mais au moins, il incarne encore la politique à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire le mec lisse, qui ne fait pas de dérapage, qui reste correct, qui utilise le verbe comme il faut quand il faut. On n'est pas avec des mecs qui disent, ouais, moi j'ai vu un texte écrit par Stéphane Séjourné, j'ai failli m'arracher les dents. J'ai dit, on a ça comme ministre des Relations extérieures. Oh, putain, le temps de Villepin, c'est bon, c'est bien beau, hein. Le temps d'Hubert Védrine, c'est fini, ça, hein, voilà, quoi. Le temps de Roland Dumas, quoi. Ça, c'était quand même des noms, quoi. Le temps de Focard, ça s'est passé. C'est passé, quoi. Voilà, je veux dire, oui, désolé, j'ai une certaine nostalgie de ces époques-là. Quand je me replonge dans les anciens documentaires de l'époque et je regarde les actes de décennie, j'aimerais bien être en 2024 avec toutes les technologies qu'on a, mais retourner en 1985 avec le niveau des ministres qu'on avait. Voilà. Moi, honnêtement, je ne ratais pas une interview des ministres, jusqu'à sous Sarkozy, en fait. Je ne ratais pas. C'était toujours intéressant. Franchement, qu'est-ce que je vais aller m'asseoir à écouter un ministre de Macron? C'est chiant à mourir, quoi. C'est chiant à mourir. Et en plus, les interviewants, on les a tous virés. Bon, après, ils ont fait des conneries, hein. Les gens comme PPDA ou bien Bourdin, là. Ouais, quand tu écoutais un interview, tu savais que oui, le mec, ça allait essayer de compter Bourdin. C'était un jeu où tu savais qu'il allait avoir un gagnant, un perdant, et tu ne savais jamais qui va gagner, qui va perdre, parce que chacun venait préparer. Au jour d'aujourd'hui, tu mets un Bourdin devant un ministre de Macron, il te le trucide en 2 minutes, quoi. Ils ont pas de niveau. Voilà. Le seul, effectivement, dans le gouvernement de Macron qui tient, c'est Macron. C'est le seul, quand même. C'est le seul qui fait. Le problème, c'est que Macron, c'est un peu un président africain, Macron, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, dans le sens où il est compétent, mais il se comporte un peu comme un président africain, quoi. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour rester au pouvoir, quoi. C'est autant mettre des incapables tant qu'ils lui font pas trop de l'ombre. C'est exactement ça. C'est ça. Il a bien compris, lui, Macron. Tu te rappelles quand tu as dit que tu as revu la vidéo quand il était parti au Burkina, là? Ah oui. Tu sais, putain, le jour, j'avais vu ça avec des amis. Je me rappelle en 2017, on a vu ça avec des amis. J'ai dit, mais attends, on est aussi bête que ça? On est aussi bête que ça? Oh, le fumage. Là, franchement, Macron, il a parlé comme quelqu'un qui venait de la chaîne, quoi. Là, il les a fumés, mais comme ça. Vas-y, percez. Les gens ont pris ça comme, voilà encore un président français qui vient nous donner, qui nous donne les donneurs de leçons, les donneurs de morale. Mais vous posez des questions bêtes auxquelles même, je sais pas, quelqu'un qui a un peu de jugeote vous répondrait exactement. Mais comment toi, tu te dis étudiant et tu viens dire que, ben non, vous voulez qu'on ne se multiplie pas beaucoup, alors que la Chine, c'est le pire exemple. C'est le pays qui, pendant plusieurs années, a décidé d'appliquer une politique de un enfant par couple. Et vous venez vous sortir. Mais c'est vrai, hein. Mais en fait, je te jure, quand tu vois ce genre de contradiction, où le mec, dans la question même qu'il te pose, il y a eu la contradiction même de sa question, ça rappelle un peu les gens avec qui Ayron débattait là sous Kadhafi. Et moi, je me dis, quand tu regardes Macron au Burkina Faso devant ces gars-là, c'est un peu comme Ayron devant un parterre de public de Bosso, quoi, tu vois. Ah mais putain, mais moi franchement j'aurais été à la place de Macron quand la meuf elle a dit l'élimination jalouse de Kadhafi, mais j'aurais explosé de rire. Et imaginez ça a fait buzz en Afrique, hein. Ça fait buzz en Afrique, c'est sur toutes les chaînes. En gros, on voit que, pas les chaînes, mais voilà, sur le réseau. J'aurais dit l'élimination jalouse de Kadhafi, j'aurais fait, mais messieurs dames, vous êtes des étudiants, vous avez déjà manifesté, messieurs dames. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais surtout, élimination jalouse. Qui a envie d'être jaloux de la façon dont il a été éliminé, quoi? Personne.
Pas moi, non, pas moi. Mais moi, je crois, là, ces mecs-là, ça le fait rire. Macron, après qu'il rentre chez lui, il est mort de rire. Il dit, oh là là. Ils ont dit tous les étudiants bêtes du campus. C'est comme s'ils ont pris tous les étudiants les plus bêtes du campus pour venir poser des questions. Je te jure. Et je suis sûr qu'il y avait des gens dans le public qui étaient assez intelligents, qui pouvaient poser des questions bonnes, mais qui sont pas votés. Rappelle-toi le professeur Bado qui dit, et dire que ça, c'est l'élite de demain, il ne croyait pas si bien le dire, hein, parce que 3 ans après, c'est le même peuple qui mise sur un gorille, là, en tribu pour les sauver, donc, c'est tout mal barré, déjà. Oui, mais Macron lui-même avait constaté que le niveau des étudiants était très bas. Ouais, bah oui. Pour ceux qui étaient dans la salle, genre, moi, franchement, j'avais eu honte, hein. S'il y avait des trucs de réserve d'or, des questions bizarres, la seule question qu'il y avait un peu La tonne d'or, ah oui, Percé, tu sais, quand il lui a dit, elle est où la tonne d'or à Macron? Ouais. La seule question qui avait du sens, c'est concernant le déclassement des affaires concernant Compaoré et sur l'affaire de la mort de Thomas Sankara. C'était la seule qui avait tout le reste. Mais c'est des trucs débiles. Moi, je me suis posé la question, mais comment est-ce que vous pouvez croire, et tous les complotistes qui disent que maintenant, hein, on veut tuer la population africaine, la guerre maintenant n'est plus physique, la guerre passe par la nourriture, la guerre passe par les semences, et la dernière fois, Fétiche qui fait un truc là, un débat contre Ozzy, et puis sort l'argument, mais regardez, les Européens n'avaient aucune science avant 1800, regardez ces gens-là pratiquaient du cannibalisme, regardez ces blancs-là pratiquaient du cannibalisme, mais qu'en 94, en Libéria, il y avait des Noirs qui ouvraient le corps de leurs ennemis de guerre civile et les bouffaient devant des caméras, des vidéos. Moi, tapez sur YouTube, tapez cannibalisme de guerre civile Libéria. On a nos propres frères noirs qui font ça. Et toi, tu viens dire, regardez les blancs, ce qu'ils font, c'est des trucs comme ça. Et ils disent que c'est mais moi, franchement, quand j'entends des gens dire ce genre de trucs, alors qu'en 94, c'est ce qu'on faisait. En 94, la même année, on a pratiqué un génocide en moins de 3 semaines sur 800 000 personnes. Évite le mot Percé parce que. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Nous avons de problèmes. Et quand on dit que tout vient de l'Occident, nous-mêmes, nous sommes responsables d'énormément de problèmes. On veut prendre modèle sur la Chine, on comprend même pas que, la Chine, elle a dû limiter le nombre. Parce que le guillotinage n'appartient pas à l'Afrique. C'est universel, quoi. Quoi? Oui! Mais ils ne comprennent pas, mais c'est que des gens viennent leur raconter des bêtises pour leur faire croire que nous, les Africains, nous, on est des gens bien. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on est comme ça. Et ils sont contents, ils sourient parce qu'on leur raconte des bêtes histoires au clair de lune qu'ils ont envie d'entendre. Et beaucoup d'entre eux, hein. Au moins, moi, je me dis quand même que la façon dont nous, on se cultivait quand on était jeunes, donc, la façon dont on regardait les documentaires, les jeunes d'aujourd'hui, la jeune génération d'aujourd'hui, j'attends ça d'eux, mais c'est plutôt au contraire. Il y a des gens qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des gens qui parlent des trucs dont ils racontent des bêtises. Répète ce qu'il a entendu. En fait, tu vois, Percé, tu vois, par exemple, on avait eu une discussion avec Antoine, et même d'ailleurs, je pense, tu vois, qu'un jour, ça serait bien de faire un live comme ça, pour leur expliquer, justement, enfin, même qu'il y a plusieurs ingénieurs ici, c'est très bien, justement, pour leur expliquer, en fait, la débilité de leur argument, quand ils disent que l'Occident, même avant de coloniser l'Amérique, n'avait rien, que c'était des paysans, des clochards. Parce que, sérieusement, les gars, faudrait m'expliquer comment un peuple, admettons, tu écoutes Fétiche de guerre, tu écoutes tous ces gars-là, c'était des hommes préhistoriques, les Européens, ils avaient rien, ils avaient pas de ressources, ils avaient la famine, ils avaient rien, ils avaient pas de science. Mais les mecs t'ont mis sur place les galions, quoi. Les mecs t'ont mis sur place le sextant, tu vois, le truc qui te permet de traverser l'Atlantique en te fiant aux étoiles, quoi. Est-ce que les gars connaissent la complexité? Non, mais attends, Percé, est-ce que les gars connaissent la complexité pour construire une corvette ou un galion? Mais non. Est-ce que les gars, ils pensent sérieusement qu'un pays qui n'a rien, qui a pas d'université, qui a pas, mais ça demande des universités, ça demande des ingénieurs, ça demande des architectes, ça demande des artisans hors pair. Bien sûr. Écoute l'argument, hein, c'est les prêtres jésuites, ils ont volé ça chez les Chinois. Et un gars qui est venu me dire que la montgolfière, c'était déjà débile. En fait, mais alors, parce que même demande t'as volé l'invention, tu produis ça comment? T'as pas, écoute bien l'argument, parce que les Chinois faisaient des lampes, les gens tenaient des lampes qui étaient capables de s'envoler dans le ciel à travers le système. Tu vois un peu les lampes chinoises, là, qui sont capables de s'envoler. Donc, parce qu'il y avait ça, donc les Chinois ont inventé la montgolfière. Aucun Chinois n'a déjà mis un être humain dans un gros ballon gonflant qui allait vers le ciel. C'est un Français qui l'a découvert, qui a mis en place le système.
quand bien même il s'est inspiré de travail existant pour pouvoir mettre en place un dispositif qui va faire voler des êtres humains ou des charges lourdes dans le ciel, c'est un Français qui l'a fait et point barre. Et ça, c'est avant 1820. C'est complètement débile de venir dire ça. Newton qui trouve percé, même dans le sens, admettons, ce qu'il dit est vrai. Bon, c'est débile parce qu'on a les sources, quoi. On connaît comment les mecs, ils ont construit les bateaux, comment ils ont construit les cathédrales, les forts et tout, la navigation, les fortifications, la révolution. Attends un instant, s'il te plaît. Même la révolution artisanale qu'il y a eu au Moyen-Âge, même admettons que, d'accord, ils ont volé les plans. Enfin, déjà, je pense que le mec, il a dû prendre, à mon avis, un container, hein, parce que je pense que les plans à l'époque, pour concevoir un bateau du début jusqu'à la fin, je pense que je sens que le gars, il partait avec 1000 tonnes de papier, quoi, parce que. Demande-lui juste avant l'esclavage, hein. Avant l'arrivée de l'islam, hein. Parce qu'il va te dire qu'il y a eu l'esclavage arabo-musulman. Demande à Fétiche, avant l'arrivée de l'islam, les Noirs, là, pendant de l'an 0 jusqu'à l'an 600, ils ont produit quoi? Il va pas te répondre. Il saura pas quoi dire. Parce que percer, c'est débile face au gars. Même moi, admettons, je sais pas, moi, il y a un ingénieur, style Anungo, par exemple, il me donne, je sais pas, les plans pour construire une machine industrielle, mais c'est pas parce que j'ai le plan que je vais pouvoir la faire chez moi alors que j'ai pas la connaissance. Ouais, c'est vrai. C'est débile. C'est-à-dire que même si tu prends le plan... Attends un instant, s'il te plaît. Mais admettons que tu prends les plans des fusils, tu prends les plans des fortifications, tu prends le plan des bateaux. Mais mec, si t'es un peuple de paysans ignorants, illettrés, qui ont pas d'artistes, qui ont pas de, d'ateliers, qui ont pas d'université, qui ont rien, mais tu vas rien faire avec ces plans, mec. Il faut que tu aies des étudiants, des architectes, des ingénieurs qui étudient les plans, qui disent « Ah d'accord, je comprends, ils ont fait comme ça, nous on va faire comme ça ». Il faut d'un côté que tu aies les ateliers qui fonctionnent, faut que tu aies les architectes, enfin faut que tu aies les maîtres d'œuvre, enfin je sais pas quoi les gars. Non, c'est vrai, c'est clair. Faut que tu aies le capitaine. Faut que tu aies le capitaine, parce qu'à l'époque c'était un capitaine, enfin le mec qui te dirait ou le timonier, enfin c'était des mecs qui avaient des compétences de scientifiques quoi, pour comprendre comment fonctionne un bateau, tu te rends compte? Pour traverser l'Atlantique à l'époque, juste avec un sextant, c'est-à-dire que pour former ce gars-là, il faut avoir des bonnes universités. C'est, regarde, moi j'en suis sûr que si tu vas chez les Pygmées, tu leur donnes le plan de, je sais pas moi, tu leur donnes, je sais pas quoi, un plan d'agrandissement d'une maison, si tu veux. Un simple truc, ils prennent même pas. C'est ça, quand t'arrives, tu leur donnes le plan de la fusée Ariane, tu crois que les mecs, parce qu'ils ont le plan, ils vont te faire la fusée Ariane? J'ai pas les gars, faut avoir un cerveau, au bout d'un moment. Non, ils pourront pas. Mais j'ai une question, mais les aborigènes d'Océanie, là, d'Australie, comment ont-ils fait pour atterrir sur ces côtes-là? Ça, c'est une question. Parce que ce sont pas des Caucasiens, en fait. Ce sont des paysans, des gens qui vivent de la chasse et de la cueillette avant l'arrivée des Occidentaux. Et nous savons que l'Australie, c'est une grande île. C'est la plus grande île du monde, ce qui paraît. Sinon, ils appellent ça un continent. Bah oui, comment on peut arriver là-bas si c'est pas par la navigation? D'où viendrait-il? Bah déjà, ça c'est des questions qu'il faut se poser en fait. Oui, parce qu'en ce qui concerne les Indiens d'Amérique, on a expliqué que ils ont traversé le détroit de Bering, ils sont arrivés en Amérique du Nord, et puis ils sont arrivés aux États-Unis jusqu'en Amérique du Sud. Ça a un sens à la période glaciaire. Maintenant, en ce qui concerne l'Australie, il y a pas de glaciation dans l'hémisphère sud. Plus ou moins. L'Australie, tu peux y accéder par les îles, mec. Hein. Si tu veux, si tu fais. Plus ou moins. Mais si tu passes par l'Indo. Non, mais écoute, les mecs, faut naviguer. Mais d'accord, mais il n'y a pas 10 milliards de kilomètres en suivant les côtes, tu peux y aller facilement. Hein. Oui, tu passes par l'Indochine. Attends un instant, tu descends par l'Andalousie, tu passes par Singapour et tout, tu passes par les petites îles là qui sont au-dessus dans l'Océanie. Mec, en pirogue, tu y es, hein. C'est pas des kilomètres et des kilomètres. Hein. Alors, ce qu'il faut comprendre, l'occupation des territoires austronésiens, toutes les populations austronésiennes ont même occupé les zones comme l'Australie avant même l'occupation de l'Amérique. Là, en fait, l'Amérique, c'est le dernier territoire que l'Homo sapiens a occupé via l'Alaska, rejoint par la région extrême de la Russie. Et oui, en fait, avec des petites pirogues, déjà, tu peux même te déplacer, mais déjà, à l'époque,
il y avait déjà énormément de, l'océan était très bas, donc les îles avaient plus de surface, donc c'était beaucoup plus facile de se déplacer vers les régions, vers l'Australie. Mais attends, je finis. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve à des milliers de kilomètres de la Nouvelle-Zélande. Attends, mais j'ai pas fini. J'ai dit que à l'époque quand même si c'était avec des petites pirogues ou avec des petits bateaux, on pouvait quand même se déplacer d'île en île. D'ailleurs, même aujourd'hui, si tu vois, même dans les régions de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les régions d'île de Pâques, en fait, elles sont assez proches et les gens se connaissent. C'est pas grâce à l'arrivée des Blancs que les populations polynésiennes se sont connues. Les gens se connaissaient et utilisaient des petites pirogues pour pouvoir se déplacer d'île en île. Tu vois? Et le fait que ces populations-là soient noires de peau, c'est qu'ils sont restés longtemps dans des zones où il y avait énormément de chaleur. Comment faisais-tu pour s'orienter avec la... Quelqu'un peut me muter là parce que j'arrive pas à me muter. Je suis bloqué. Comment faisais-tu pour se déplacer en mer sans boussole? On peut se déplacer sans boussole. Déjà, on utilisait par exemple l'étoile polaire pour indiquer le nord. Mais ils n'étaient pas des ingénieurs, des personnes très instruites. Les côtes. Non, mais t'as pas besoin d'être ingénieur pour connaître le truc là, pour pouvoir te déplacer. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par les êtres humains. Même les Africains se déplaçaient avant sur Terre. Et pour se déplacer, l'homme a toujours eu tendance ou réflexe d'utiliser, au fait, les astres, surtout le ciel, pour pouvoir se repérer. Et donc, autant il y a l'étoile polaire dans le nord, il y a les croix du sud aussi dans cette région-là, qui pouvaient permettre aux gens de se repérer. Et quand bien même il y a des petites techniques, il y a la reconnaissance des terres, on pouvait arriver à se perdre, mais l'être humain n'est pas aussi bête que ce qu'on le croit. On n'a pas, même si les populations les plus arriérées ou les plus primitives qui vivent même dans des forêts, on se rend compte que oui, le cerveau humain le même, hein, que si on prend un enfant qui est né dans une forêt, on le met dans une école, il va développer les mêmes compétences. Donc s'il est très bon en connaissance de plantes ou savoir grimper dans les arbres ou bien courir, il va être très bon aussi pour savoir se repérer dans une région ou bien même retrouver les traces d'un chemin. Vous pouvez voir même les populations comme les Bushman au Botswana sont capables tout à fait de pouvoir faire cela. Donc se repérer dans les mers, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si on apprend, je t'emboîte un peu le pas. Il y a eu Mansa Moussa, le père de Mansa Moussa. Est-il arrivé en Amérique au 13e siècle? Je ne pense pas du tout que le gars a réussi à arriver en Amérique. Déjà, comment il a fait son sextant? Bonsoir. Tout simplement parce que le gars n'est jamais revenu et cette histoire bonsoir les gars. Une application de la mode en fait, ce n'est qu'une mode qui est ressortie récemment pour pouvoir faire je peux aller en compte contre ce que tu es en train de dire. En fait, parce qu'il y a des vestiges que j'ai découverts en Amérique latine, c'était des crânes négroïdes qui dataient du 7e siècle. La science est un peu plus... Et des crânes négroïdes qui datent de quel siècle? C'est ton micro bug beaucoup. Attends, pour dire que tu es parti quelque part, il faut des gens qui témoignent dans l'ensemble de départ, qui t'ont vu partir, des gens qui témoignent dans l'ensemble d'arrivée que tu es arrivé. Voilà. Soit tu fais la c'est toi, Dongo, qui parle. Ouais, c'est ton micro bug beaucoup, je sais pas ce que tu as. Ton micro, il a pris la voix d'un gros... Tu parles, on dirait le gars de... mystérieux. Le gars, comment c'est le film, c'est quoi là? Bon, là, ça va mieux ou pas? Non, pas du tout. On dirait Nango, il est malade. Non, on dirait mais comment s'appelle encore le film là? Le film où il y a Kill comme ça là, avec les... Attends, sans connaître, allez-y, parle, Nango. Là, ça va? Oui, ça va. Oui, c'est bon, c'est mieux. C'est le casque qui fait ça ou quoi? Attends 2 secondes. Ok. Bonsoir, je peux poser ma question? Vas-y. Là, c'est bon ou pas? Je peux? Attends, Nango voulait parler d'un truc. C'est le micro, en fait. Je disais, en fait, que pour pouvoir, en fait, Derek, il faut être plus rigoureux que ça. Pour pouvoir certifier, c'est pour ça que tu regardes, par exemple, que les Européens, parce qu'ils n'ont pas des traces des engins qui étaient utilisés par les Égyptiens pour monter les pyramides, ils préfèrent dire, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On sait très bien, on imagine très bien qu'ils ont utilisé des treuils. C'est les seules choses qu'on pouvait utiliser à ce moment. On peut pas imaginer qu'il y avait des grues, parce que ça suppose de la maîtrise de la force hydraulique et de l'énergie pour pouvoir alimenter ça. Hein. Donc, une grue, ça fonctionne à l'électricité ou ça fonctionne avec un moteur thermique. Des technologies qui n'étaient pas connues à l'époque. On ne connaissait même pas déjà domestiquer la chaleur. Donc, on sait que la seule chose, c'est les treuils. C'est la seule façon de démultiplier une force. Mais on n'a pas de traces écrites de ça. C'est pour ça que les gens disent sur les pyramides, on ne sait pas comment ils ont fait. C'est qui a d'ailleurs souvent créé la confusion à certains abrutis
qui croyaient que la construction des pyramides est compliquée, qu'on n'arrive pas à construire aujourd'hui, alors que tu prends des ouvriers bulgares, là, tu les fous là-bas avec une grue, tu leur donnes 3 semaines, ils te font une pyramide tranquille, quoi. Tu vois? Voilà. Donc c'est pour ça que quand tu dis que la personne est partie, si tu n'as aucun élément attestant qu'il est arrivé, bah faut pas dire qu'il est allé. Tout ça, c'est des fables. On n'a aucune trace. Et le fait de trouver, oui, mais tu sais, alors je t'explique. Même si tu trouves des crânes négroïdes en Amérique du Sud, bah ça peut aussi être arrivé là-bas simplement parce qu'il est mort en pleine mer et ça a échoué là-bas. Rappelle-toi. Non, plus ancien que les habitants connus. Les Amérindiens. Ouais, mais bon, donc ça veut dire quoi? Donc tu en conclus qu'il y a 8000 ans, les mecs savaient fabriquer des navires pour y aller et tu n'as pas la trace écrite de ça, quoi. Faut arrêter, quoi. Tu conclus quoi? Bon, toi-même, vas-y, conclus. Tu conclus quoi? La réflexion, c'est tout. Ouais, mais il faut réfléchir. Non, faut pas réfléchir pour réfléchir. En fait, c'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est de se poser un problème et d'essayer de trouver une réponse. C'est pas de poser le problème juste pour le plaisir de poser le problème. Quand on pose un problème, on essaie de trouver une solution. Parce que là, ce que tu dis là doit être un prémisse à un argument que tu veux poser. Et encore la notion de dire que les crânes négroïdes, tu sais, statistiquement, tu dois trouver des crânes de blancs plus proches des crânes de certains Africains que les crânes et tu vas trouver des crânes des Africains, de certains Africains proches de ceux des blancs. Par exemple, tu as remarqué qu'en Afrique, la plupart du temps, les gens ont une sacrée bosse derrière la tête, non, Derrick? La plupart du temps. Oui, ça c'est vrai, Voilà, moi j'en ai pas. Si tu regardes mon crâne est de type européen. C'est un médecin qui m'avait dit ça. Chez moi, dans ma famille, il n'y a pas de bosse. D'ailleurs, mes camarades de classe, ils surnommaient souvent mon crâne siège de vélo, en fait. Pour dire qu'il n'y avait pas de bosse derrière. C'est normal, tu es un descendant de Newton, normal. Et c'est exactement ça. Et mon papa n'avait pas de bosse. Ça dit que chez mon père, il n'y avait pas de bosse derrière. Alors que dans le reste de ma famille, les mecs, ils avaient la bosse derrière la tête, quoi. Quand tu regardais le crâne, tu voyais quand même une certaine bosse derrière. Mais la plupart du temps, tu vois ça dans les crânes africains. Mais dans ma famille, il n'y a personne qui a une bosse derrière la tête. L'arrière est plat. Donc j'ai à peu près le même crâne que celui de Focard. Tu vas conclure quoi, Derek? Si tu utilises ce critère-là pour discriminer mon crâne de celui de l'autre, je n'ai pas un nez épaté comme la plupart des Africains. Déjà, pour un Européen, j'ai un gros nez. Hein. Mais tu sais très bien que si tu me compares les Africains, j'ai pas un gros nez par rapport au nez africain. C'est vrai. Voilà. Ça rentre dans le caractère crânien. C'est très subjectif. Tout ça, là, les méthodes qui sont utilisées sont très subjectives, mon gars. Il n'y a que l'ADN qui permet d'être plus rigoureux. C'est pour ça que je t'avais expliqué une fois, j'ai discuté avec toi en après-midi pour t'expliquer que continuer à dire que les Égyptiens étaient noirs, c'est utiliser une science éprouvée. Il n'y a qu'avec une science approximative qu'on arrive à cette conclusion. L'ADN a éteint et douché ce genre d'espoir depuis. Le problème, c'est que tu as encore des gens qui se réfèrent à Cheikh Anta Diop, alors que Cheikh Anta Diop est mort quand il mourait, on était au balbutiement de l'ADN. Il n'a pas connu l'ADN. Je crois qu'il était scientifique. Je crois qu'il serait lui-même venu dire « je me suis planté ». Au jour d'aujourd'hui, tu as des giclures, quand ils utilisent Cheikh Anta Diop, tu leur présentes un test ADN, tu leur dis non, le test ADN a tranché depuis. Les Égyptiens d'aujourd'hui, les Égyptiens d'il y a 5 000 ans ressemblent plus aux Égyptiens d'aujourd'hui, quoi. Donc il n'y a pas d'affaire de noir là-dedans. Bah, normalement, quand tu présentes ça à un scientifique, il te dit ah, ok, d'accord. Mais quand tu présentes ça à un diopiste, il t'insulte. Il te dit tu as vendu. Mouf, laisse-nous ça. C'est un peu comme si on a une méthode plus efficace aujourd'hui qui donne un résultat. Et tu préfères utiliser une méthode archaïque parce que ça donne le résultat que tu veux. En application directe, ça veut dire que c'est quoi? C'est comme si tu rentres chez toi un jour. En fait, c'est l'intégrité intellectuelle de ceux qui publient ces revues scientifiques. Oui, parce que c'est pas souvent des revues scientifiques. Tu as remarqué que c'est pas dans des vraies revues scientifiques. Déjà, il faut regarder. Parce que dans une revue scientifique, tu es lu par des pairs. C'est ça le problème, Derek. Tu peux pas raconter n'importe quoi. Vital Vitium, il prend son document là, il balance dans une revue scientifique, elle est dépubliée dans la seconde. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais passer par là, parce que tu es lu par des pairs qui vont te dire, mais ce que tu dis, c'est de la merde. On t'entend mal le connaître. Anango, à travers ce que tu dis là, tu dis que, les Africains se reconnaissent dans la réalisation des Égyptiens. Bah, il y en a quelques-uns comme ça. Hein. C'est pour ça, attends, je te lis l'exemple. Tu vois, Derrick, c'est comme si tu rentres chez toi. Le test de ressemblance est un test de paternité comme un autre, mais simplement il n'est pas fiable. C'est-à-dire que dit que tel enfant, un enfant A est l'enfant d'un tel monsieur B, en utilisant la ressemblance, ça peut être fiable, mais à un certain pourcentage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est comme si tu as ta femme qui a un enfant, bon, tu regardes l'enfant te ressemble plus ou moins, bah, tu considères que c'est ton enfant, quoi. Et puis un jour, tu as un scientifique qui te balance un test ADN,
Bah, tu fais le test ADN, tu vois que non, c'est pas ton enfant. Comme dit, ses enfants le ressemblent, pourtant ce ne sont pas ses enfants. Tu vois que le test ADN dit que ce n'est pas toi, tu vois, le test ADN dit que c'est l'enfant de fétiche de guerre. Bon, tu dis, c'est pas possible, quoi, quand même. J'ai quand même pas pu élever les enfants d'un animal pareil, donc, tu pars toi-même faire 2 tests ADN, il y a 2 tests ADN supplémentaires que tu fais confirmer que ce sont les enfants de fétiche de guerre. Et puis, tu finis par dire, bon, faut les tests ADN, je m'en fous, hein, les enfants me ressemblent, donc c'est mes enfants. En fait, tu rejettes une méthode plus fiable pour accepter une méthode moins fiable, simplement parce que l'enfant te ressemble, simplement parce que ça t'arrange. Et c'est exactement ce que font les diopistes. Il faut remarquer que les diopistes n'ont pas une démarche scientifique pour défendre les œuvres de Cheikh Anta Diop. Mais la mère, elle dit quoi? Elle dit quoi, la mère, finalement? C'est la mère qui donne le verdict? La mère aussi. Ouais, mais la maman, elle va pas toujours dire la vérité, hein, donc, Non, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas, il faut toujours se fier à la méthode la plus éprouvée, quoi. Au jour d'aujourd'hui, pour envoyer un transfert, bah, je sais pas moi, t'envoies plus l'argent à quelqu'un de se promener avec. On écrit plus, il n'y a plus personne en Europe qui envoie un courrier papier à une personne en Afrique. C'est vrai. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, tu as moyen d'appeler une meuf au pays. Ben, tu te dis non, je veux utiliser quand même l'ancien moyen de communication, donc, où tu envoies une lettre, ça met 3 mois pour y arriver. Et puis finalement, c'est peut-être comme ça, peut-être ça va augmenter tes chances que la nana, marche, parce qu'à une époque, tu draguais par la lettre, ça marchait. Enfin non, si la nana n'est pas intéressée par toi, elle n'est pas intéressée par toi, c'est tout. Ouais, mais Chanango, vous, tout à l'heure, vous avez parlé des pyramides. Hein. Moi, je profite en même temps. Hein. Vous savez, moi, je profite, je prends note, j'enregistre. Parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Hein. De toute façon, ça, vous le savez. Hein. Et vous parlez des pyramides. Attends, les pyramides, en effet, ça existe, hein, les pyramides. Ça existe. Oui, ça existe, oui, les pyramides en Égypte. Oui, c'est pas un complot, hein, mon cher Alexandre. Ça existe, les pyramides quand même. Aujourd'hui, voilà, on a la technologie, l'évolution, on connaît quand même ça n'a aucun intérêt. Qui va aller dépenser des millions pour construire un truc qui n'a aucun intérêt? Bah oui, c'est ça, je veux comprendre, en fait, justement, je veux comprendre, mais réellement, pourquoi, en fait, ça a été enfin, c'est vrai, ça existe. C'était des tombeaux, en fait. C'était des tombeaux pour des rois, des pharaons, c'était des tombeaux. La hauteur d'une pyramide peut faire combien, aujourd'hui? Ça peut faire 200, ça peut faire 100 mètres, hein, 100 mètres. On a réalisé des ouvrages qui dépassent la hauteur. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, la pyramide ne représente pas un défi technologique. Enfin, dès lors que tu peux expliquer comment ils arrivent à soulever les blocs de pierre ou les monter aussi haut. Voilà. Dès lors que tu peux expliquer ça, il n'y a plus de mystère. Le seul mystère que les pyramides ont, c'est qu'on n'a aucune trace de comment ils ont fait pour soulever ces blocs de pierre. Mais sachez que certaines personnes ont comme explication que c'était des hommes géants. Donc, tu vois donc que les mêmes personnes qui ont ce genre de croyances débiles, ils ont souvent des explications tout aussi foireuses. C'est 100 mètres. C'est que 100 mètres. Mais 100 mètres, ça aujourd'hui, on fait plus que ça. Ah oui, on fait beaucoup mieux, oui. Je suis dans le métier. En fait, si tu veux, c'est des histoires, en fait, on nous a dit, depuis on est petit, d'accord, mais quand on grandit, là aujourd'hui, j'ai profité pour mieux comprendre quelque chose. Moi, aujourd'hui, selon ma connaissance que j'ai, je me base un peu sur la hauteur quand même. La hauteur, c'est pas comme si c'est quelque chose que on n'a pas encore fait. Alors, sache que c'était 100 mètres, 204. Alors, tu avais du 280 mètres en hauteur. Tu as des pyramides, je crois la pyramide de Khéops. C'est 280 mètres de hauteur avec une base carrée de 440 mètres de côté, en fait. Ah, 440 mètres de côté, ça fait quoi? Tu vois que plus tu es haut, plus la base est large. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une surface, en fait, qui supporte, une surface de charge qui est vraiment très large. En fait, il y a ce qu'on appelle, tu sais, quand tu fais un tas de sable, ça va suivre la forme d'une pyramide. En fonction du type de matériau que tu stockes, tu as l'angle maximal de la ligne de plus grande pente. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit la ligne de plus grande pente, c'est la ligne génératrice de la forme, quoi. Tu as un angle maximal qui dépend du matériau que tu entasses. Par exemple, si tu as un sable qui s'agglomère facilement, tu peux avoir une ligne de plus grande pente plus importante. Et si tu as un sable qui s'agglomère moins, la ligne de plus grande pente sera faible. Ça veut dire que pour avoir une certaine hauteur H, il faudra avoir une base dont le diamètre est D. Mais avec un autre matériau, pour avoir la même hauteur H, tu as un diamètre plus petit. C'est-à-dire que tu peux avoir des lignes de plus grande pente plus importantes. L'angle de la ligne de plus grande pente peut être plus important. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec les pyramides. Mais il faut voir aussi qu'il y a aussi une grande surface utilisée au sol là, pour un tel bâtiment. On est d'accord. Donc, c'est exactement ça. L'ingénierie n'est pas non plus trop ouf comme aujourd'hui quand on a des plans de réalisation, des plans d'exé.
Enfin, c'est pour ça que je te dis que dès lors que tu peux expliquer comment ils ont monté le matos, les gros blocs de pierre aussi haut, il n'y a plus de mystère en fait. La pyramide en elle n'est pas un mystère. C'est comment ils montaient les pierres qui était un mystère. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec une grue, tu fais ça en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Avec une grue, mais les pyramides, c'est des trucs qu'on mettait. Attends, les pyramides, c'est des trucs qu'on pouvait mettre 15 ans pour construire, 15-20 ans. C'est comme les églises. Hein. Quand vous voyez les églises en France, ce qu'on a fait en Notre-Dame, là, en 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Notre-Dame a brûlé quand, Mag? Non, pas 5 ans, c'est plus, c'est trop. Notre-Dame a brûlé quand? Ça a brûlé en 2019, non? 2019, hein. Voilà, 2019. Voilà, et ça a été réouvert en 2024. Ouais, donc, ce qu'on a fait à Notre-Dame en 5 ans, il aurait fallu, à l'époque où ça a été construit, il aurait fallu au moins 40 ans pour faire la même chose, en fait. La vache. Guiser, c'est à peu près 20 ans. Les méthodes utilisées sont assez classiques. On sait aujourd'hui que pour l'époque, c'est quelque chose de parfaitement reproductible. Oh, mais... Et juste pour les pharaons, en fait, on sait aujourd'hui, il y a l'hypothèse selon laquelle la première dynastie, vu les caractères culturels, serait probablement couchite. Il y a aussi la 27e ou la 27e dynastie qui est couchite aussi, qui est revenue. Les couchites, c'est des Soudanais. Donc, quand on veut dire les Noirs d'Égypte, quand on va dire que les Égyptiens noirs, là, en fait, ils ressembleraient plus à des gens qui viennent du Soudan, de l'Éthiopie ou bien du Tchad que des populations Peul ou bien, je sais pas, Congo ou tout. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les tests ADN aussi qui ont été effectués, datent pas des toutes premières dynasties, c'est beaucoup plus récent, mais ça montre réellement aussi que les Égyptiens ressemblent plus à des Berbères, pas des Arabes. Voilà. Mais monsieur Anango, juste une dernière question sur la pyramide. Il y a même le test sur Toutankhamon, où Toutankhamon, il était à 60% européen, ça. Incroyable. Non, monsieur Anango, s'il vous plaît. Une question. Vous m'entendez, monsieur Anango? Oui, j'entends, oui. Oui. Encore sur la pyramide. Donc, voilà. Tout à l'heure, vous avez quand même étudié une petite, vous avez quand même, parlé. Essayer d'expliquer un peu une petite étude quand même pour tenir en fait un bâtiment de telle hauteur, voilà, selon l'angle, vous avez parlé tout à l'heure, je suis pas un mathématicien, mais on est d'accord qu'ils avaient quand même cette façon de réfléchir là pour faire ça? Ou est-ce que c'était juste l'encul? Non, comme je t'ai dit, non, c'est juste empiriquement, tu peux savoir, il te suffit de mettre plusieurs tas de sable et monter les cailloux, tu sais que voilà. En fait, quand tu dépasses, quand tu atteins la ligne de plus grande pente, tout matériau que tu rajoutes tombe direct par gravitation. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui s'observe assez empiriquement. Hein. Tu n'as pas besoin de faire un calcul différentiel pour constater ça. Hein. Tu n'as pas besoin. C'est empirique, assez empirique, un peu comme les oiseaux fabriquent la nuit et les castors fabriquent des barrages. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un au début. Il y a des choses qu'on peut savoir faire sans avoir fait des études, quand ça ne demande pas un bon savoir, un gros bagage mathématique. Mais puis il y a des choses que non, pour pouvoir le faire. Tu vois, l'un des mensonges, par exemple, de Cheikh Anta Diop, c'était de dire que les Égyptiens, ils maîtrisaient la formule du calcul de la demi-sphère, quoi. Typiquement, ça, c'est quelque chose qui, pour calculer, nécessite la maîtrise du calcul différentiel et la connaissance du nombre pi, quoi. Tu vois. Quand on dit le nombre pi, on le connaît aujourd'hui avec précision. Hein. Le pi, en général, on le déduit par l'utilisation des séries infinies, quoi. Voilà. Tu prends une série infinie, tu as plusieurs séries infinies qui vont converger vers un nombre qui est proportionnel à pi. Et donc, ou un nombre qui est proportionnel au carré de pi, par exemple, comme le problème de Bell, qui est le problème de Ball, qui converge à pi carré sur 6. Donc, on arrive à trouver pi comme ça. Mais on sait que pi, par exemple, il y a tant de nombres sur le nombre pi que pour aller de la Terre jusqu'au Soleil, quoi. Voilà. Donc, dire que les Égyptiens pouvaient maîtriser ça, c'est se foutre de la gueule du monde. Maintenant, tu peux empiriquement constater que pour calculer le diamètre d'un cercle, en fait, quand tu vois un diamètre, il ne faut pas non plus croire que c'était des gens idiots. Et quand ils voyaient un cercle, ils savaient très bien que la circonférence devait dépendre du diamètre. Donc, tu regardes le nombre de fois où la circonférence et le diamètre, tu vois toujours que c'est 3 plus un pourcentage du diamètre. Et ce pourcentage, il est fixe en fonction du diamètre. Donc, tu peux déduire que c'est 3,14. Et donc, c'est au fur et à mesure que les gens ont déterminé la précision. Et les Égyptiens, c'est 3,16 à peu près. Quand on fait l'estimation du calcul, c'est à peu près 3,16 la valeur de pi. Oui, voilà, la valeur de pi, c'était 3,16. Merci. J'avais d'ailleurs même
montrer ça sur une vidéo qui est sur ma chaîne. Le titre de la vidéo, c'est Cheikh Anta Diop, c'est bonimentaire, vous pouvez aller regarder. Hein. Donc, je montre par calcul qu'en fait, les chiffres qu'ils trouvent là, c'est purement par hasard. Moi, si je te prends l'exemple, je choisis les dimensions qui m'arrangent sur toi, je peux trouver le nombre que je veux, en fait. Je prends les dimensions qui m'arrangent avec les bonnes proportions, je peux trouver le nombre que je veux. Je peux, par exemple, trouver la constante de Euler-Mascheroni, qui est de 0,057, hein, c'est la limite de la suite alternée moins le logarithme quand n tend vers l'infini. Je peux prendre, il me suffit de prendre, je sais pas moi, la taille de ton sgeg divisé par la taille de ton coude, quoi, tu vois. Si tu es bien membré, peut-être ça peut donner 0,557 et je dis voilà, c'est un signe, quoi. On retrouve la constante de Euler-Mascheroni sur son sgeg, c'est bien la preuve que ce gars a des proportions mathématiques. Je peux prendre n'importe quelle dimension, je peux venir sur toi. Si je veux trouver pi, je peux m'arranger à prendre la dimension qui m'arrange pour trouver le rapport pi. Si je veux trouver le nombre d'or, je peux prendre la dimension qui m'arrange pour trouver le nombre d'or, en fait. Mais en démontrant. Voilà. Bah non, c'est pas en démontrant. Les mecs, ils prenaient des hauteurs, ils prenaient les dimensions, peut-être la moitié de la base. C'est empirique, en fait. C'est empirique. Ce que je vais te dire, c'est que, en fait, ils prennent des dimensions savamment choisies. D'ailleurs, ça ne marche qu'avec 2 pyramides parce que par chance, ils ont un rapport qui permet d'avoir ce truc-là. Par exemple, tu prends une pyramide de hauteur 280, d'accord? Ouais. Et de demi-base 440 et de base dans la base c'est un carré de 440. Eh bien, si tu prends l'hypoténuse, ça te donne racine de 28 au carré plus 22 au carré plus 200, ça te donne racine de 280 au carré plus de 220 au carré. D'accord? Si tu peux sortir 100, ça te donne 28 au carré plus 22 au carré. Tu peux sortir aussi encore 4, ça va te donner 14 au carré plus 11 au carré. Maintenant, si tu fais 14 au carré, si tu fais 14 au carré divisé par 11 au carré, je crois, tu vas trouver... voilà, si tu fais l'inverse, pardon. Racine de 14 au carré plus 11 au carré divisé par 14, je crois que tu trouves phi, le nombre d'or, tu vois. En fait, c'est une division qui ne veut pas spécialement dire. C'est-à-dire que c'est choisi et comme ça donne 1,618, un truc comme ça, faites le calcul, là, vous allez voir aussi qu'il y a un cas où vous tombez sur pi, quoi. Si vous prenez la demi-base, où c'est la base totale du bas, vous divisez par la hauteur, ça donne 440 divisé par 280, sur 2,80, un truc dans le genre. Non, 440 divisé par 440 divisé par 140, voilà, la demi-hauteur, un truc comme ça. Tu te retrouves à 22 septièmes qui donne pi. Enfin bref, j'ai pas le truc devant moi. Mais en fait, sur la pyramide Khéops, c'est purement par hasard que tu retrouves à la fois le nombre d'or et pi. C'est purement par hasard. Tu appliques la même chose sur les autres pyramides, t'as rien du tout. T'as rien du tout. Donc c'est par hasard. Umberto Eco disait d'ailleurs que donnez-moi une cabine téléphonique, je m'en vais dessus, je prends les mesures qu'il te faut et je te trouve tous les nombres que tu veux. Voilà. Je peux te trouver la constante de Planck dans une cabine téléphonique. Enfin, un chiffre qui se rapproche de la constante de Planck. Donc, c'est pour dire que c'est simplement du concordisme, de la réécriture de l'histoire, comme ça a été intervenu nous dire que les Dogons ont découvert, comment on appelle ça, une étoile qui s'appelait Sirius C ou je ne sais pas quoi là. Ben, je suis allé taper la photo des Dogons, j'ai vu, ça ressemblait vraiment, le Dogon, le type que j'ai vu, j'ai lu un Moctelium, j'ai dit, c'est ça que tu veux dire que c'était des astronautes, ils ne savaient plus répondre en fait. Tapez les Dogons sur Internet, vous voyez la gueule d'un Dogon. Vous allez me dire si ces gars sont capables de déterminer les astres dans l'espace, quoi. Ça met sur le foutage de gueule, cette histoire-là. Et d'ailleurs, même, je sais même plus quel truc là. Concernant les Égyptiens, en fait, tu te rappelles l'histoire de Pythagore, là aussi, c'est du n'importe quoi. Dire que Pythagore est venu piquer la formule, ça se faisait déjà en Égypte, Thalès aussi se faisait en Égypte. Moi, j'ai lu les papyrus de Rome, les papyrus égyptiens. Il n'y a aucune formule qui émet une idée d'un certain Pythagore. Ils te disent que les Égyptiens utilisaient des triangles rectangles de norme 3, 4, 5. Oui, mais même s'ils utilisent 3, 4, 5, ça veut pas dire qu'ils connaissent Pythagore. Vous vous foutez de la gueule. La formule n'est pas décrite. Et comment on a su pour imaginer ou bien détecter Pythagore via la formule? Et c'est des films. On nous a ancré ça depuis tout petit à travers les films aussi. Hein. On a vu des films où, tu sais, des films un peu comme le roi Scorpion, le roi Scorpion, je crois. Il y a des films de découverte où les mecs ils vont, on voit qu'ils volent un truc et tout. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que nous là-bas, voilà,
Non, mais pour les Dogons, franchement, quand j'ai écouté le truc, je suis parti lire les travaux sur le sujet. Marcel Griol, c'est un comédien. Lui, non, mais franchement, c'est un vrai comédien. Lui, il vient dans une société où les gens parlent d'une étoile. Ils disent qu'ils ont des étoiles. Il y a Potolo et un autre. Peut-être il y a l'étoile du maïs ou l'étoile du blé, l'étoile du sorgho plutôt. Donc, ils décrivent 2 étoiles comme ça, et puis ils disent que ils font des cérémonies chaque 60 ans pour en commémoration de ces étoiles-là, qui sont considérées comme des divinités. Le gars, je ne sais pas comment il va faire le rapport entre 60 ans et 49 ans. C'est-à-dire qu'on a une étoile qui fait une orbite, c'est-à-dire Sirius B qui fait une orbite pendant 49 ans autour de Sirius A. Lui, il entend 60 ans chez les Dogons, ils disent que c'est sûrement de cette étoile-là il parle. Il se dit, mais les scientifiques, ils ont découvert ça récemment. Comment ils ont fait pour savoir ça? Et parce qu'ils disent que, les Dogons disent que l'étoile du sorgho, qui est Potolo, est une étoile très lourde. Or, les scientifiques disent que Sirius B, c'est une étoile c'est une étoile très très lourde en matière. Et donc, forcément, ça doit être ça. Mais c'est débile. En fait, c'est du concordisme à 2 balles. Mais déjà, d'où tu fais la relation 49 et 60? Et en plus de ça, tu n'as aucun moyen, qu'aucun Dogon ne peut te montrer qu'il peut visualiser depuis la région du Dogon, en fait, dans le ciel, un caractère d'une étoile qui soit s'aventurer à Sirius A ou Sirius B. Sirius A est observable, mais Sirius B, c'est très difficile de l'observer parce qu'il est très difficile à voir à la nuit. Donc, le gars va estimer que les Dogons, ils connaissent. Et il y a des gens qui vont venir te dire que toi, tu es nul. Les Dogons, ils ont des choses à apprendre à la NASA. Les Dogons, ils ont déjà terminé le ciel avant même que la NASA. Il y a des milliards d'étoiles dans le ciel, mec. Il y a des milliards d'étoiles dans le ciel. Et parce un blanc qui est venu et interprété à sa manière, en plus avec du concordisme de haut niveau, l'interprétation porte sur 2 étoiles uniquement. Et toi, tu viens dire que les Dogons, ils ont terminé la NASA avec tous les observatoires qui existent. Ils pensent qu'il n'y a que la NASA, tous les observatoires, tous les astrophysiciens, ils font cartographier de jour en nuit des étoiles dans le ciel. Le gars vient te dire que les Dogons. Alors que le problème, c'est qu'il y a d'autres auteurs qui sont partis interpréter les Dogons. Ils se sont rendus compte que même cette histoire de Potolo et de Sigotolo ne fait pas partie de la croyance populaire, même chez les Dogons. C'est-à-dire, ils en parlent très peu de ces choses-là. Et les peu de personnes qu'ils ont interrogées se sont rendus compte qu'en réalité, ce n'est pas un truc qui est central dans leur vie. Ils font leur fête chaque 60 ans, mais venir faire le lien avec les étoiles, c'est à abuser, quoi. Les Dogons. Le peuple Dogon. Mais non, mais tout à l'heure tu as parlé t'as dit, tu as parlé de Thalès, Pythagore, qui ça a été volé. Ouais, nous étant petit, j'ai entendu cette histoire aussi. Moi j'ai cru. Moi je veux voir. Moi je refuse pas que ça a été volé, il y a pas de problème. Mais qu'on vienne me montrer cette formule là dans un seul papyrus égyptien, et puis là, le débat est clos. Ouais, mais si. Non, mais moi, j'ai une question, en fait. Est-ce que Thalès et Pythagore ont été formés en Égypte? Il y a forte chance. Beaucoup de grands savants grecs ont fait passer du temps en Égypte. Il y en a beaucoup qui sont passés en Égypte. Pythagore, je crois que c'est Thalès qui avait dit que ces gens sont sombres comme la nuit. Est-ce qu'il avait menti en disant cela, parlant des Égyptiens? Non, c'est quelqu'un qui reporte les propos de Hérodote. Tu vois, il faut être précis. Tu arrives à te faire avoir parce que tu es très brouillon. Tu ne sais même pas d'où ça vient la rumeur. C'est quelqu'un qui disait que Hérodote parlait du fait qu'ils avaient des cheveux crépus, mais ça veut rien dire. C'est pas scientifique. Ça ne marche que chez quelqu'un qui fonctionne au biais de confirmation. Alors que quand on cherche la vérité, on doit être rigoureux. On doit essayer de prouver on doit chercher à savoir s'il n'y a pas d'autre façon d'interpréter le message. Il y a 10 000 autres façons d'interpréter le message, mais tu peux pas dire que c'est vrai. Or, vous fonctionnez par confirmation. Parce que tu as envie de croire ça. Mais admettons même, Derek. La question. Non, mais Derek, oui, mais ta question est toujours tournée vers ça. Parce que tu baignes dedans depuis un moment. Derek, supposons même que c'est vrai. Bon, Thalès était Bami. Il s'appelait Ken Fak. Ça t'apporte quoi? Non, pas du tout. Je sais pas, je prends un exemple. Admettons même que finalement, ça sert à rien de débattre. Oui, Thalès, au final, était Camerounais, il était Bami.
Pythagore était de Bafang. Voilà, concrètement, ça change quoi sur le Cameroun de 2025? Que dalle, en tout cas. Mais alors pourquoi se donner autant de mal sur ces trucs-là? Parce que vous donnez autant de mal parce que vous cherchez tous les récits qui vont aller dans ce sens-là. La dernière fois, j'ai un animal là qu'on appelle Potorobams qui était venu nous expliquer qu'il était électricien. Et il a voulu monter dans un live chez Obosso pour nous affronter. Hein. Et donc, naturellement, parce que chez Obosso, tout le monde là-bas, c'est des abrutis. Je vous ai dit, chez Obosso, je parle de physique, Fétiche de Guerre parle de physique, il sera plus crédible que moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'il est venu là-bas attaquer, il a débattu avec Kato. Et il voulait débattre avec moi. Et je lui ai dit, attention, je suis pas le même morceau que Kato. Hein. Moi, je peux t'allumer envers et contre tous. Je sais que toi, tu viens m'affronter, tu sais que tu es nul en science. Tu viens m'affronter parce que tu es devant un public qui ne va pas te juger sur la base de la science. D'ailleurs, dans le débat qu'il avait eu avec Kato l'avait rincé scientifiquement parlant, mais pour décider de la victoire, on a fait un vote et naturellement, c'est cet animal-là qui a gagné. Et donc, un jour, je passe dans son... Il prétend qu'il a un diplôme d'ingénierie en physique, quoi. Un jour, je passe dans son live, il montre les signes Badbideke, il montre les signes africains qui auraient inspiré la science mondiale, la science moderne, quoi. Et je vois un signe là qui ressemble à l'opérateur Nabla. J'ai dit, ah ouais, ben en fait, finalement, c'est toi qui as raison. Le calcul différentiel est né d'Afrique. Il me dit, comment ça? Il dit, bah, le signe que tu vois là, c'est le signe Nabla. Tu sais ce que c'est ou pas? Il connaissait pas, mec. C'est pas vrai. C'est Omotunde qui racontait des choses pareilles. Oui, mais donc, je suis tombé sur lui, mais Omotunde, c'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois de ça. Voilà, quelqu'un qui sait qu'il est ingénieur en électricité, mais il connaît pas l'opérateur Nabla, quoi. Omotunde, c'est pas le mec qui a les grandes oreilles, là? Il est décédé, non? Oui, il est décédé en 2020. Et donc, c'est comme ça qu'on attrape les gens. Ça veut dire qu'il ne peut pas venir ici me chercher en science, parce qu'il sait qu'ici, il n'aura pas un public d'animal. Par contre, chez Obosso, même s'il dit de la merde, on va l'applaudir, mec. Oui, il va avoir on va l'applaudir. C'est pour ça qu'il va là-bas. Alors, j'avais fait aussi le Rumble contre lui. Ah bah oui, j'ai oublié toi aussi, Percé, oui. Le truc, si tu te rappelles, juste avant, quand on lui a montré l'équation de Schrödinger, il était là, il a vu le V, il a dit que c'était la vitesse, alors tu lui as corrigé, tu as dit que c'est l'énergie potentielle abrutie, et il a répondu que l'énergie potentielle, c'est la vitesse. C'est le jour-là, moi, j'ai compris que le gars était un marmailleur. Le gars. En plus, la JQ, il croyait qu'on parlait d'énergie potentielle mécanique, quoi. Je sais même pas, le gars parle il dit l'énergie potentielle, c'est la vitesse. Je dis, mais attends, t'es sérieux, là? Et en plus, le gars fait un débat avec moi, il prend des chapelets de Babalao et puis il fait des traits de zigzag à l'intérieur. Babalao, c'est quoi ça, Babalao? En fait, c'est un chapelet. Hein. Il prend un chapelet sur lequel il y a 8 nœuds. Et lui, il va prendre le stylo, va dessiner des zigzags entre les nœuds, et puis il va vous dire que regardez, ça c'est la fonction sinus qui est entre les deux. Et ça, c'est la conscience énergétique. Donc c'est l'énergie. Parce que ça... Et c'est la même chose que Omotunde avec les fractales, quoi. Mais monsieur Chanango. Ouais. Tout à l'heure, le nom de monsieur Omotunde, là, honnêtement, ça me tape un peu. Voilà. Parce que, vous savez, voilà, il est sur TikTok. D'accord? Il est décédé déjà, hein, il est décédé. Je suis d'accord, je sais qu'il est décédé, mais il y a ces vidéos qui tournent. Ouais, sans doute, oui. Où il disait que les fractales ont été créés par les Africains. Ouais. C'est ce que je vais essayer. Est-ce que vous voulez me laisser un peu vous dire, parce que moi, j'étais convaincu sur certaines choses, mais finalement, quand on s'écoute ici, en fait, il y a des choses que, je me dis. Il y a des choses que tu remets en question déjà toi-même. Voilà. Lui, il dit que, il y a des choses qu'il dit, il essaie de faire comprendre que, il y a des choses qu'on connaît aujourd'hui, là, que nous, on avait ça avant. C'est nous, ça vient de nous. Tu vois, mais moi, quand je vois, je me dis, mais, donc comment ça peut être aussi facile jusqu'à un point où non, c'est pas possible. Tu n'as pas la rigueur scientifique, tu as envie de croire. Voilà, c'est ça. Il me dit, mais attends, il y a des choses qui définissent, en gros, finalement, qui veut dire que, mais c'est là que c'est nous qui avions ça. Il dit, mais c'est bizarre. Sinon, on avait ça. Mais comment ici que t'es en Côte d'Ivoire, ici, nos pays, c'est chaud. On a l'école même, c'est compliqué. Nous, on avait ça, mais c'est où? Mais tu voyages, tu vois d'autres coins. C'est que l'idée, c'est quoi? Il existe quelque chose c'est pas comme s'ils avaient, on suppose qu'ils nous ont pris. Mais, en fait, c'est pas comme s'ils l'ont caché et que nous, on peut pas voir. Aujourd'hui, moi, j'aime plus, quand j'ai parlé à mes frères, les gens en Afrique, mes frères, moi, j'aime plus dire le blanc. J'ai dit l'Europe. Parce que, aujourd'hui, là, en Europe, là, tu as l'Africain ivoirien qui est né comme toi et moi au pays, là-bas, et puis les Français, ou les Belges. Donc, tu vois, quand je me mets en question, quand j'écoute monsieur Omotunde, et puis ces vidéos-là, ça tourne ou ça conscientise un peu. Ça veut dire que,
Sinon, on avait ça avant, c'était à nous ça. Donc, attends, tout ça c'était à nous. Est-ce que ça veut dire que c'est pas une façon de mettre encore l'esprit des gens en retard? Je pense que si Omotunde vivait plus longtemps, il devait avoir une rébellion des Noirs contre les Blancs. Bah oui, parce que c'est bizarre. Il me dit, mais c'est ce qu'il dit là, si on avait ça, mais en réalité, même chemin des faits, on n'est pas sûr. Il ne devait rien se passer parce que les gens qui écoutent les gens comme Omotunde ne s'inscrivent pas dans l'action directe. Là encore, tu fais une grosse erreur de lecture. Les gens qui suivent le Omotunde, c'est les mêmes qui suivent les médisants. Ils s'inscrivent dans la pleurniche définitive. Voilà. Ça fait, depuis que je les traque là, à chaque fois que je les attrape, je leur dis, ok, vous m'avez convaincu, on nous pille, on nous fait ci, on nous fait ça, on nous vole. Action. Il n'y a rien derrière, direct. Rien. Voilà. Rien. On ne peut même pas prouver. Regarde, dans mon pays là, il y a eu. Je vais devoir m'absenter de quelques minutes, je vous reviens. Ok, dans mon pays là, je sais pas si tu m'entends un peu, Percy. Oui, je t'entends. Voilà, je vais raconter un truc que j'ai remarqué moi-même. Et puis voilà. Tu vois, au pays, enfin dans mon quartier où j'ai grandi, voilà, c'est à plusieurs villes bien sûr. Il y a eu, en fait, aujourd'hui on joue le maracana, les gens jouent le maracana. Tu sais le petit poteau là, quand on joue le ballon, le football, petit poteau là. Il y a un jeune qui a fait ses études aux États-Unis. Il s'est formé bien sûr dans tout ce qui est ingénierie informatique. Voilà, ça se voit à travers ses promotions, sa façon de communiquer. Bon, on voit bien. Moi, j'ai compris un peu parce que je viens d'Europe, j'ai vu un peu le truc. Parce que là-bas, ils connaissent pas trop ça. Donc forcément, son truc, ça prend de l'ampleur. Et donc, il vient de développer un truc qui est ancré dans nos cultures. Encore depuis tout petit, aucun Ivoirien n'a jamais, ne peut pas dire qu'il n'a pas joué à les maracana au quartier. Donc, il a réussi à faire déplacer ce mouvement-là dans des grandes places un peu, publiques. On va dire à Palais des Sports, donc de l'État, bien sûr. Donc, ça fait que ça prend du nom. Et il finit par avoir plusieurs embrouilles. Parce que voilà, finalement, tu connais l'Afrique, ça devient, chacun veut parler et tout le monde dit ce qu'il veut. Ça arrivé maintenant à toucher le quartier où moi je suis, où j'ai grandi, où je suis né. Mon quartier. Donc, finalement, tu es d'accord que tous ceux que j'ai mis sur Facebook, qui veulent dire quelque chose, je les connais personnellement, tu vois. Il se passe que, mon quartier, ils arrivent en finale, et que finalement, il y a des histoires. On arrive à avoir des infos, mais nous, on prend pas parti. Mais dans mon quartier, là, aucun n'arrive à pouvoir faire un post, un communiqué pour bien préciser. Non, mais je suis là, je dis, mais, en fait, je sais pas si tu comprends, parce que ça avait commencé à devenir une histoire qui a pris de l'ampleur. Mais personne n'arrive à faire un post, un truc pour bien préciser réellement ce qui se passe. Mais le gars qui organise là, le gars dont je te parle qui s'appelle Jonathan Morrison, lui quand il fait un communiqué, excuse-moi, tu comprends, c'est clair, on sait ce qui s'est passé, puis finalement, en fait, peu importe, même si on peut dire qu'il ment ou quoi, tu sais pas, mais c'est carré, c'est clair, tu vois, c'est convaincant. Mais tu vois, quelque part, ça veut dire quoi? Si t'as la bonne méthodologie, ça bien sûr! C'est de la connaissance que ça manque. Enfin, si tu te dis quoi, c'est des gens qui t'ont grandi, mais tu vois, finalement, tu peux faire ça, mais sauf chacun peut utiliser ça de mauvaise escient parce que tout le monde ne connaît pas. Je sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Exactement, c'est ça la force de Motunde, parce qu'il avait une méthode, il savait convaincre en fait. C'est ça. Même si tu penses qu'il ment, mais tu as envie de croire qu'il dit la vérité. C'est dommage, hein. C'est là que tu vois que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. Tu te dis, mais non, mais, ouais, d'accord, ok. Non, autant, c'est pour ça que peut-être que plein de personnes peuvent se pencher, aller vers un peu le côté où ça va, tu vois, ça va faire ça sera son profit, quoi, son profit, personnel, là. Parce que, regarde, moi, quand écoute, j'arrive dans mon pays, je vais à l'église, quand j'écoute ce que dit le gars, et puis les gens sont assis, ils prêtent attention. En fait, il dit pas quelque chose qui peut me convaincre. Je sais pas pourquoi, c'est moi-même, c'est pas comme s'il veut discuter de lui. Mais c'est pas clair. Et puis moi, j'arrive pas à me retenir. Et puis personne ne dit rien. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, hein. Il sort une phrase dans la Bible. C'est pas pour dire que je veux parler sans preuve. Mais c'est tellement, ça se passe sous mes yeux. Il sort dans la Bible, sur une écriture, il va dire un truc. Finalement, sa façon de vouloir expliquer ce qu'il dit là. C'est même pas ça. Mais personne ne dit rien, et puis on accepte. Et puis bon, on dit on y va. Et puis on se ment. Puis on n'est pas concret. Et puis la vie continue, puis on se regarde. Mais il me dit, mais ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Quand tu prends un monsieur comme Anango, man, un mec comme ça là, s'il se penche sur le côté, il veut faire son business, on est d'accord que, on est tous des Africains. Mais c'est dommage. D'ailleurs, les amis, vous savez que cette histoire-là de Hérodote, machin, dans son livre Histoire, a dit les Égyptiens étaient noirs, en fait, c'est des gens qui font une grosse erreur. C'est des gens qui commettent tout simplement l'anachronisme. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'introduire des choses qui ne sont pas dans la même temporalité de l'époque. La notion de noir à l'époque de l'Antiquité n'avait pas du tout la même notion qu'aujourd'hui. D'ailleurs, même ces notions de noir et blanc, c'est pas forcément des notions qui sont réalistes par rapport à l'apparence des gens, tu vois.
Attends un instant. Hier, j'étais sur un panel là d'un certain africain, chef panafricain et tout. Mais quand tu vois leur idéologie, derrière c'est revenu aux sources, d'accord, ok, l'Africain c'était ci, l'Africain c'était ça, ouais. Je vois un peu, voilà, je me retrouve un peu, on se retrouve un peu, oui. Mais en fait, ils vont jusqu'à même relever des points où ils se voient changer la langue, par exemple. Genre, on va parler que des langues. Mais j'ai l'impression qu'il a aucune idée de ce que ça représente, en fait, à l'échelle, là. Mais j'ai envie de dire seulement national, quoi. Genre, changer les langues, en gros, ça veut dire que le moment Kémy doit faire tellement que c'est ouf, écoute, ça répond là. Il y a même une institution qui peut changer des langues. Les gens vont se réapproprier une langue. C'est comme si on vivait dans un endroit où il n'y avait pas de gouvernement, où il n'y avait pas de lien scolaire entre le gouvernement et tous les différents lycées, écoles, voilà, universités. Enfin, on sait que ça existe, ça. Mais comment toi tu peux arriver à changer de langue par rapport à ton mouvement des Kamites? On n'a qu'à parler une autre langue. Mais comment tu vas réintégrer ça dans les écoles? C'est que les gens vont devoir réapprendre ce qu'ils connaissaient avant. Enfin, je me dis, mais il y a un problème. Et du coup, on est resté là-dessus. J'essaie de comprendre ça, mais lui, non, il est dans une idée où, non, mais ça, c'est, après, je dis pas que en fait, il y a un esprit qui est là, qui peut être bien, mais il y a des choses à prendre et puis il y a des choses à laisser. C'est pas parce que, moi, qui m'essaie d'être contre les blancs, l'européen, mais, excuse-moi, il y a des choses à prendre sur les blancs, man. Mais ça, si on voit pas ça, mais on dit qu'on est bête. Excuse-moi, si on voit pas ça, excuse-moi. Je suis un Africain, je vois bien que mon frère, il veut mourir sur l'eau pour aller chez lui. Tu me dis qu'il y a rien chez lui. Man, tu te fous de moi? Ah, faut arrêter ça. Moi, je vois mon frère, il est prêt à sacrifier sa vie parce qu'il s'est dit qu'il va aller... Non, tu vas me dire ça. Il y a des choses à prendre, peut-être. Il y a des choses à laisser, d'accord, oui, entre les Africains, oui. Mais c'est dommage d'ignorer plein de choses Mais c'est pour ça qu'on pense même pas au développement. C'est pour ça qu'on pense même pas à investir dans la technologie. C'est pour ça que... Mais j'étais tellement étonné. On nous dit de revenir à la source. On revient à une source où il y a encore plein d'injustices. Il y a encore, tu vois, un enfant de 12 ans, va regarder, tu vois, un enfant de 12 ans qui tient une Bible dans la rue, qui crie, mon frère Jésus t'aime, mon frère Jésus t'aime. Et, pour certains, lui, c'est un envoyé de Dieu. Pour certains, lui, c'est un grand prêcheur. Pour certaines personnes, lui, c'est quelqu'un qui va, voilà, pour certaines personnes, qui défendent ça. Alors que le gamin est juste en train de répéter ce que des gens ont déjà dit. Hey! Et ça, c'est difficile à comprendre, ça. Voilà, quand il dit que, voilà, Dieu t'aime, ça là, c'est, que Dieu t'aime béni, Dieu t'aime ou ce que tu veux là, tout ce qu'il dit là. Est-ce qu'on a jamais déjà entendu ça? Même tout le monde, les pasteurs ont dit ça pendant mais Africains, nous, on se rend pas compte que le fait que ce gamin soit fait ça, c'est des trucs, c'est bon, tranquille. Voilà, un petit comme ça, il doit pas faire ça, quoi. Voilà, c'est bon. C'est pas compliqué. Ça veut pas dire que c'est attaquer quelqu'un ou c'est contredire quelqu'un. On voit un gamin de 12 ans, 13 ans, qui se comporte comme ça. Et tu vois, c'est pas moi qui l'en fais. Le souci avec ce qu'on est en train de développer, c'est que, en français, ça s'appelle l'autoflagellation. Se condamner soi-même. Même si on est dans la vérité. Mais c'est de l'autoflagellation. Ça, c'est un peu le débat que j'ai toujours eu avec Anago. Ce côté-là où tu aimes ton peuple, mais pour changer les choses, tu dois les condamner, tu dois fouetter sur eux pour qu'ils changent. Mais bien sûr. Ah bah bien sûr. Bien sûr, mon gars. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec nous. C'est ça le truc. Tu crois? Bon. Oui, ça marche pas. Le truc, c'est que non, mais ça va marcher sur une petite catégorie des personnes qui ont l'esprit ouvert, les gens qui acceptent la contradiction. Mais si tu as en face de toi une bonne majorité qui ont des idées préconçues, qui savent que ce qu'ils pensent c'est la vérité absolue. Tu as oublié quelque chose. Ça va marcher. Mais si celle-ci a les moyens derrière. Parce que regarde, il suffit, quand l'autoflagellation que tu parles, là, on est d'accord que ça peut rimer dans le thème, voilà, un peu négatif, d'accord. Mais si derrière il y a les moyens, écoute-moi, si derrière, il y a une mentalité, par exemple, de monsieur Anango. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas dit que non, quand on lui a posé la question de savoir si vous êtes président, machin, il m'a dit oui, moi, si je suis président, là, tu vois, il ne sait pas, c'est pas ça, ça se voit qu'on est dans un cadre où c'est de la rationalité. Il peut être quelqu'un qui peut accompagner, décider dans les décisions, parce que c'est carré, il faut que ce soit clair. Le problème, est-ce que tu vois un peu ce que ils sont obligés de sombrer dans la dictature? Oui, mais derrière, tu vois,
Un peuple peut sombrer dans la dictature, mais derrière, il faut qu'il y ait un travail qui doit être fait. C'est pas déjà, d'abord, le mettre dans la dictature. Et puis, derrière, il n'y a pas un travail qui est fait. Tu vois, en fait, il faut que si, dans la dictature, là, si, par exemple, on sait que par exemple, un jeune, par exemple, jusqu'à ses 17 ans, il peut quand même au moins avoir la petite voiture au moins avant de commencer à faire ses petits business facilement. Ouais. C'est un exemple, hein. C'est un exemple d'ouverture. Je comprends. Tu vas voir que là, ils vont pas parler. Ils savent de quoi ils parlent? Ici, là. En cas, c'est la vérité. S'ils parlent pas beaucoup, c'est parce qu'ils sont bien. Ils savent que les pays ont l'argent. Ils savent que ils savent. Quand on fait le journal, quand on monte un projet, ils disent, coûte qu'il coûte, ils disent le chiffre. Ils disent le budget du projet. Est-ce que tu es d'accord, mais d'accord? Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord que ici, là, dans le journal, même si on va vous dire, bon, peu importe, moi, c'est africain. Il n'est pas dit que, voilà, les journaux, quand j'écoute ce qu'ils font, là, ils disent un projet, hein, d'accord? Ils disent, le budget du projet. Voire même, dit les financements, même si possible. Et puis, ils vont revenir encore pour nous montrer que le projet est en cours. En fait, tout est clair. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est clair. Les Français même, ils sont là, tout est clair. Voilà, tout est clair devant eux, tout est clair. Il n'y a pas à peu près, chez nous, on vient parler d'un projet, on dit jamais le budget. C'est comme si on a dit ça, on dirait que on a sorti un grand secret, président. ça me fait rire. Des fois, ça me fait trop rire. Mais tu vois, donc, faut une rationalité comme, monsieur Anango, c'est important, ce fouettage-là, c'est très, très important. C'est de la logique. Non, hein. Non, mais attends. Tu parles de pays subsahariens, tu demandes aux gens d'avoir la rigueur occidentale, mais nous sommes... Non, tu vois, ce que tu oublies, c'est que, ce que tu oublies, tu vois, on est des Africains. Tu vois, non, toi, tu oublies ça. Quand tu dis la rigueur occidentale, là, déjà, nous qui sommes en train de parler, là. Nous fonctionnons par la rigueur. Moi, je suis né au bled. Tu es né au bled. Oui. On peut jamais appliquer ce que tu penses. Non. On aura toujours ce côté africain. Tu sais de quoi tu parles? Parce que c'est important que ce soit l'Africain. Hey, c'est important que ce soit l'Africain même qui soit autrement que son propre Africain. Toi, tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Et je parle au cas de ton pays. Ton président actuel, il est arrivé au pouvoir. Il a dit que ce n'est pas bon qu'un président fasse 3 mandats. Oui. Lui-même, il a dit. Oui. Mais actuellement, il a dit de faire son 3e mandat. Oui, d'accord. C'est ce que je te parle de la rigueur africaine. Ce n'est pas dans nos gènes, en fait. C'est pas dans nos gènes. Il faut toujours des casses, des morts pour que les gens quittent le pouvoir. Et tu trouves ça normal? Qui sont encore au pouvoir? Je t'explique que nous avons pas cette rigueur-là. Ça veut dire que tu as beau éduquer les masses. Ah non, je comprends pas. Attends, fais-moi comprendre, s'il te plaît, je comprends pas. Quand tu parles du président Alassane et que ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi par là? Il a de la rigueur? Non, il n'a pas de rigueur. Ah, c'est ça que je suis en train d'expliquer. En gros, tu dis quoi? Il a dit 2 ans, il a dit 2 fois. Il a dit, c'est pas normal qu'un président fasse plus de 2 mandats. D'accord, oui. Et il est au 3e mandat, actuellement, il compte faire un 4e. D'accord, oui, mais attends. C'est ça, je sais pas de la rigueur africaine. Oui, mais c'est cette rigueur-là. Je suis d'accord avec toi. C'est une vraie rigueur africaine. Pour toi, il aurait dû quitter. Mais tu vois, on est dans un cadre aussi où on est en Afrique. On n'est pas encore un pays comme l'Europe. Mais c'est ça, je sais pas. Ça marche même dans nos universités. La rigueur n'existe pas. Si, les gens se battent pour avoir les diplômes, pas pour le savoir. C'est ça le truc. C'est vrai. Parce que ça fonctionne depuis la première personnalité de l'État. Si la population qui est en bas, les étudiants. Mais c'est pas le lien, moi j'aime pas trop ce lien là. Tu vois, en fait, faut savoir que il faut mettre le lien. Non, moi j'aime pas trop ce lien là parce que le lien là, regarde, on vit dans un monde où quand même il faut des leaders. Je sais de quoi t'es pas, ça sera forcément un Africain que les gens vont pas aimer. Pour construire une maison, faut de l'eau, faut du fer, faut du béton, il faut du sable et tout ce qui va avec. D'accord. Bon, voilà. Tu ne peux pas dire que, bon, si moi le fer, je suis assez solide, je m'en fous. C'est pas pareil. Il est question de temps. C'est pas pareil. Il est question de temps. Personne n'est éternel. Il est question de temps. Quand tu compares le fait, l'eau, je suis d'accord. C'est un mélange. Non, c'est un mélange, je suis d'accord. Même si on prend tout type de système, ça veut dire que d'accord. Le système asiatique, il y a la démocratie là-bas, ils évoluent. Il y a la dictature là-bas, ils évoluent. Ça veut dire que peu importe le domaine que tu es dans ce pays, regarde-moi. On est déjà, écoute-moi. Moi, voici ma politique. Regarde, moi, ils pensent que on est déjà sous l'emprise. Voilà comment ça se passe. Moi, si je suis sur ton emprise là, voilà comment je fais. Je vais plutôt chercher à connaître, je vais plutôt chercher à connaître, à savoir. Écoute-moi, j'ai fini. À me développer, à être important.
à un point où là, quand je dirais que j'ai plus envie que peut-être par exemple pour moi, pour que celui vienne, pour que une personne entre chez moi, j'impose ça, parce que j'ai des trucs qui font que ça t'attire de venir. En fait, c'est très important. Si tu as cette capacité-là et que ça se fasse à petite échelle, c'est pas utile pour ton pays. C'est ça le problème. Quand tu vas mourir, ça va s'arrêter. C'est ça qu'on appelle la continuité du savoir, la continuité d'un système. Oui. Et en Afrique, malheureusement, quand il y a des personnes qui ont cette capacité à changer une société, dès qu'ils meurent, leur projet meurt avec eux. Ouais, ça meurt avec eux, ça c'est vrai. Et c'est triste en fait, c'est triste. C'est triste. Ça se voit que personne ne soutenait. Oui, ça se voit que personne ne soutenait, c'est ça le truc. Et puis regarde. Regarde, quand ils vont dire 10 ans après, tu vas voir, on va mettre les photos des souvenirs. Regarde quand ils voient les photos de Thomas Sankara. Regarde quand on parle de nos dirigeants valeureux. On dit, on avait eu Lumumba. Mais ça fait 60 ans, Lumumba est mort. Il était pâle, il était dit. Ça fait 60 ans. Ça me fait rire, quoi. Quand tu vois l'accent des Derrick, en fait, les mecs comme Thomas Sankara, c'est des gars que, ça c'était un Nongo qui l'avait dit et il avait raison. C'est juste des mecs qui ont pas eu le temps d'être détestés. Tu vois, Sankara, ça aurait été un mec, tu vois, qui aurait gouverné le pays pendant 40 ans comme Kadhafi, ben, ça aurait été la dernière des giclures, quoi. Il aurait martyrisé ses opposants. Il aurait fait les pires des saloperies, tu vois. Regarde, tu sais que le Sankara des 4 ans est très similaire au Kadhafi du début de son règne, quoi. C'est des jeunes, alertes, qui sont en mode révolutionnaire, oui, on va sauver le peuple et tout, on est pour la justice sociale, ouais, sauf qu'après, quand les mecs ils décident de gouverner pour le reste de leur vie, ben, ça devient les pires giclures de la terre, et voilà, Sankara, ça aurait été un Kadhafi, quoi. Ça aurait été un mec qui aurait... Non, mais tu sais, si Mugabe était mort plus jeune, ça devait être un super héros en Afrique. Nous Africains, justement. Amin Dada aussi, Amin Dada, pendant ses 4 ans, au tout début, Amin Dada était bien, hein, mais ouais, il était révolutionnaire, machin, ouais, on va sauver le peuple, et après, regarde ce qu'il a fait à son peuple, quoi. Voilà. Nous, au moins, regarde. Étant donné que M. Anango reste radical, on part dans une direction où si jamais ces idées doivent faire penser, développer. Bon, supposons que ce mec comme d'autres n'a parlé là, le gars là, Thomas Sankara dont on a parlé. Bon, supposons que voilà, il serait resté, ouais, d'accord, et qu'il avait fait des progrès que l'on pense, que l'on souhaite pour notre pour notre Afrique. Est-ce que derrière, on serait en train de dire ce qu'on dit de lui? Depuis là vous bavardez, je vous pose une question. Est-ce que c'est l'intérêt pour les Yankees que l'Afrique se développe? C'est intérêt pour qui? Est-ce que c'est de l'intérêt pour les Yankees que l'Afrique se développe? Les Yankees, c'est qui les Yankees là? Je pose la question. Est-ce que vous pensez que ces gens pourraient faire la même erreur qu'ils ont fait avec la Chine et les pays du dragon? D'accord, tu parles de l'Occident. Est-ce qu'ils pourraient faire la même erreur qu'ils ont fait avec les Yankees et... La même erreur. Attends, la même erreur, oui. Quelle erreur, mec? Donc, vous êtes très intellectuel, vous ne connaissez pas la même erreur. La même erreur qui est en train de les tuer actuellement. L'erreur qui est en train de tuer, qui a tué l'Europe actuellement. L'Europe est dépendante de qui actuellement? Je repose la question. Je repose la question. Attends, vous êtes intellectuel, non? Actuellement, j'ai posé. Non, j'ai compris ta question. Non, attends. Je vais répondre. Laisse-nous, pardon. Laissez-moi. C'est quelle erreur? Mon ami, s'il te plaît, je vais répondre. En fait, YS. Bon, les gars, c'est assez navrant de voir des gens. Franchement, je me demande, les mecs, si vous avez été un peu à l'école. Franchement, je me demande sincèrement, parce que il y a quelque chose qui existe et qui n'est une surprise pour personne. Tu vas découvrir. Est-ce que tu viens de découvrir ce qu'était la mondialisation? Tu l'as découvert ce matin en te réveillant? Oh, non. Mais depuis tu tires sur les Africains, tu as été tiré sur les Africains comme si... Non, définis-moi la mondialisation. Non, mon ami, tu vas pas commencer à pleurer parce que tu es en dissonance cognitive. Définis-moi la mondialisation, s'il te plaît. Définis-moi la mondialisation. Je te pose une question.
Vous êtes tenté de Non, tirer sur les Africains. mon ami, tu vas nous définir ce qu'est la mondialisation. On t'écoute. Vous êtes tenté de tirer sur les Africains depuis 3 Mon ami, tu vas nous définir ce qu'est la mondialisation. Les gars, ne le laissez surtout pas s'échapper, les gars, s'il vous plaît. L'animal est dans la boîte. Il faut que l'animal reste dans la boîte. Je vois c'est que je suis cohérent dans ce que j'ai dit. Oui, mon ami. Non, je l'ai défini. Mon ami, si tu es incapable de me définir ce qu'est la mondialisation, on va pas perdre le temps avec toi, mais tu es sérieux? C'est comme si je te dis, attends, sérieusement. Non, tu es bête. C'est beau la dissonance cognitive. Les gars, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Je vous en supplie, n'intervenez pas, les gars. Il est déjà mort. Il est déjà cuit, les gars. Vous voyez, il est déjà en dissonance cognitive. Vous voyez, il est déjà en dissonance cognitive, les gars. En fait, c'est comme s'il y a Derrick qui me demande, c'est comme si je fais une leçon d'histoire à Derrick sur la Seconde Guerre mondiale, mais que je sais pas définir ce qu'est un conflit mondialisé, mon ami. C'est ça. Donc, je suis désolé. Si tu me parles que l'Europe est dépendante de la Chine et que tu n'es même pas capable de définir ce qu'est la mondialisation, mec, à quel moment je vais parler avec toi? Non, c'est juste que tu es bête. C'est grave. C'est trop grave. Définis d'abord ce qu'on appelle mondialisation. C'est très simple. Non, bon, YS, visiblement, tu veux pas répondre. Tu vois? Donc, au revoir YS, voilà, au revoir, voilà. Mange ta dissonance cognitive en bas, YS. Abrutive. Franchement, c'est pas possible. Le gars, là, l'Europe est dépendante de la Chine. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.